Les patients qui ils sont symptomatiques, mais ils n'ont pas encore besoin d'un remplacement de genou. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quand il y a eu Tiger Woods, qu'il y a eu le PRP, tout ça, je pense que c'est là que ça a explosé un petit peu. C'était expérimental. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites sur des animaux et les résultats étaient très, très positifs. C'est vraiment de la médecine régénérative. C'est magique. Quand on voit les photos avant et après, on dit waouh. Ça fonctionne, ça. Ouais. Si vous voulez vous assurer que vous allez dans un endroit qui font du PRP comme il le faut, demandez-leur toujours la question combien de cc vous avez pris de mon sang. Si quelqu'un vous prend moins que 60 cc, vous dites au revoir, merci. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Dr Yves Benabu qui est un radiologiste en musculo-squelettique. Je suis vraiment contente de le recevoir. J'ai passé récemment une journée avec lui où j'ai appris beaucoup de techniques dans le domaine. Justement, on va parler de la thérapie régénératrice comme le PRP. On va parler de la viscose, donc tout ce qui s'offre en musculo-squelettique pour vous, on va les adresser, on va essayer de les comprendre, voir ce que les études disent. Donc, plongez avec nous pour cet épisode qui promet être vraiment intéressant. Donc, merci, Dr Benabu, d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Est-ce que tu voudrais commencer justement à nous expliquer pourquoi tu as choisi un peu la musculo-squelettique pour t'orienter en radiologie vers ça? Tout d'abord, la radiologie, c'est une discipline qui est un peu transversale. Donc, on voit toutes les genres de pathologies possibles et c'est aussi la seule spécialité où vraiment on va chercher un diagnostic. Et ensuite, le diagnostic lui-même, une fois qu'on le donne, c'est un autre médecin qui s'en occupe. Ouais. Puis, par contre, en musculo-squelettique, on est capable, comme radiologiste, de donner des traitements. Et lorsqu'on se spécialise un peu plus comme moi, on est capable de suivre même des patients, de s'assurer qu'il y a un traitement qui débute, et qui a un début et qui a une fin. Alors, la radiologie, c'est un aspect parce que, bien sûr, on regarde les résonances magnétiques, les échographies. Puis après, avec l'imagerie, je suis capable de vraiment aller chercher exactement quel type de traitement pour quel type de patient. Mais aussi, l'imagerie te permet aussi de guider ta façon de traiter les patients. Donc, sous guidage échographique, aujourd'hui, c'est obligé de faire toute injection par guidage échographique. Les repères anatomiques, ça marche, mais ce n'est plus recommandé dans aucune littérature. De nos jours, il faut juste faire nos injections par guidage, par imagerie. OK, fait que c'est la raison pourquoi tu as décidé de... Parce que tu pouvais faire un petit peu la prise en charge. Ça veut dire que la musculo-squelettique, c'est quelque chose aussi... D'abord aussi à mon background sportif. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai joué au soccer, au basket à des hauts niveaux, triple A, dans les équipes de juniors de Québec au soccer. Et donc, le sport, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Puis après, plus j'ai avancé dans ma pratique, plus j'ai vu que la radiologie musculo-squelettique était un besoin. Donc, quand on m'a recruté à l'hôpital, c'était pour ce besoin de musculo-squelettique. Et ensuite, après un certain temps, j'ai réalisé qu'avec l'avancée de la médecine régénérative, ça devenait tellement gros qu'on pouvait pas faire de la radiologie générale et faire de la musculo de fine pointe. Donc, il fallait que je me sépare un peu de la radiologie générale et que je me concentre surtout sur la radiologie musculo-squelettique de fine pointe pour pouvoir offrir les traitements, suivre les patients. Parce que les radiologues, on est souvent dans une salle fermée, dans le noir. Personne ne veut nous parler. et après, moi, je suis un peu différent. Je parle aux patients, je le vois comme tu as vu quand tu es venu me voir. Je les suis, je les vois. Je travaille très proche avec les médecins, donc les orthopédistes, avec les physiatres, avec les médecins comme toi en médecine sportive et avec les physiothérapeutes. Donc, c'est toute une panoplie de multidisciplinarité qui permettent le traitement optimal pour les patients. Donc, voilà pourquoi je suis allé vers ça. Oui. Puis, vous n'êtes pas beaucoup... Moi, la première fois que j'ai reçu justement tes rapports, j'avais jamais reçu ça d'un radiologiste de dire voici ce qu'ils ont, voici ce que je recommande aussi. Fait que c'est vraiment utile d'avoir ça, mais c'est rare. J'avais jamais vu un radiologiste qui écrivait un rapport comme ça. Hein.
les radiologistes qui se spécialisent en musculo-squelettique, ils ont cet atout où ils connaissent la terminologie et plutôt c'est très dur de rester à date dans tout ce qui est la médecine. Donc en radiologie, imagine si tu dois être à date dans tout, neuro, musculo, abdomen. Donc quand tu choisis un domaine et tu t'y donnes à fond, ben tu sais exactement ce que le médecin cherche. Mais aussi, tu apprends à connaître aussi lors des surtout avec les orthopédistes, lorsqu'ils opèrent, ils vont dire « Ah, ce que tu as dit, c'est exactement ça, ce qui est arrivé quand j'ai ouvert le patient. » Donc là, ils prennent confiance et ils disent que quand un rapport dit, par exemple, il y a une déchirure de temps partant à tel endroit, ils vont voir, puis ils vont dire « Ah, c'est exactement là. » Donc ça, c'est important pour eux. Donc le feedback entre la chirurgie et le diagnostic est important. Mais aussi, il y a beaucoup de médecins qui sont contents maintenant parce que leur prise en charge a diminué. Donc, quand les patients viennent me voir et ils ont besoin d'un remplacement de genou, on appelle ça les gap patients, donc les patients qui ils sont symptomatiques, mais ils n'ont pas encore besoin d'un remplacement de genou. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils ne peuvent pas rester souffrants jusqu'au moment où ils vont avoir le remplacement. Ils ne peuvent pas non plus avoir à chaque 3 mois de la cortisone. Donc, c'est là où on intervient. Puis, les spécialistes sont très contents d'avoir des gens qui sont capables de trouver une solution jusqu'au moment de la chirurgie si elle est nécessaire. Mm-hmm. Oui, c'est ça notre rôle, surtout là, avec les orthopédistes. Oui, le terme que j'aime bien, c'est vraiment, ils appellent ça les patients gap. Donc, les patients qui sont dans le gap entre la chirurgie et le moment de la symptomatologie. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on aide le plus. Puis, il y a beaucoup plus qu'on peut faire que la majorité des gens sachent. Même les médecins, en général, ne savent pas qu'il y a quand même plusieurs options en attendant. Il y a tellement d'options qu'il faut rester accroché. Il faut être devant un ordinateur à longueur de journée pour lire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des cours de synthèse, avoir être à jour en ayant près de nous des ressources qui sont faciles à accéder, donc des journaux, puis aussi des collègues qui s'y connaissent beaucoup. J'ai des collègues qui sont plus spécialisés dans certaines niches que d'autres. Donc, c'est cette entraide aussi qui aide. Mais les options sont énormes. On n'est plus dans la cortisone. Il y a 15 ans, c'était la cortisone. La cortisone, maintenant, ça a encore sa place. Il faut l'utiliser, mais il faut savoir pourquoi, quand, comment, combien de fois. Mais il y a tellement d'autres produits qui sont là et qui ont été prouvés scientifiquement. Donc, qu'on dise encore que les choses sont expérimentaux, c'est complètement faux. La littérature, elle est très étoffée. Et même, je te dirais, en Europe, j'ai une petite anecdote. Ici, au Canada, au Québec, ils vont rembourser un peu les viscosuppléments. En Europe, ils ont arrêté de rembourser les viscosuppléments parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de bénéfice à long terme. C'est vraiment du short-term therapy. Il n'y a pas de régénérescence cartilagineuse. Ça change pas ça change pas d'une certaine façon la biomécanique. La biomécanique, oui, mais pas la biochimie à l'intérieur du genou. Et là, ils commencent à plus rembourser le PRP. Parce qu'ils reconnaissent son utilité. Puis aujourd'hui, on parlera de ça, mais dans l'arthrite, pour moi, il y a les arthrites légères, modérées. Le PRP, c'est la solution. Mais j'expliquerai la solution dans quel but. C'est pas dans un but de régénérer, mais de recréer un environnement où le patient est capable de faire son fonctionnement habituel. OK, oui, on va aller dans le détail un petit peu plus tard de chaque pathologie, mais j'aimerais ça avant que tu nous fasses justement, tu as commencé, mais un survol de l'évolution depuis que toi, tu es rentré dans le domaine. Tu disais tantôt que, tu sais, en l'an 2000, il n'y en avait presque pas, là, ça a beaucoup évolué. Fait que peux-tu nous donner un peu une perspective de comment ça a évolué? Ça a commencé, ça a toujours été la cortisone au début, et on savait que la cortisone avait un effet délétère sur le cartilage, pouvait avoir des effets délétères systémiques lorsqu'on exagérait la dose de cortisone. Donc, on dit, dans la littérature, c'est environ 200 mg, pas plus par an, pour pas affecter l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ça veut dire notre axe. Bon, je ne sais pas à qui je parle. Si je parle à des médecins, ils vont comprendre, mais les autres vont dire de quoi ils parlent. Ça veut dire c'est l'axe qui contrôle combien on peut sécréter de cortisone ou pas. L'affaire, c'est que si on a trop de cortisone, le moment où on en a besoin, si on en a trop dans le corps, on supprime cette dose de cortisone importante qu'on a besoin à un moment précis.
Et les gens ont toujours peur de la cortisone, mais ils ne réalisent pas que c'est quelque chose qu'on produit nous-mêmes dans notre corps. C'est juste que qu'est-ce qu'on injecte, c'est quelque chose de synthétique qui a été fabriqué par une compagnie pharmaceutique. Donc, ça a commencé avec la cortisone et après, il y avait des viscosuppléments au début. Ils n'étaient pas très étudiés. Beaucoup d'entre eux venaient de sources synthétiques, de sources animales. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'études. Ce n'était pas bien étudié. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives à la cortisone. Et petit à petit, on a commencé à introduire de nouvelles molécules. Alors, on a commencé à introduire des viscosuppléants qui étaient à bas poids moléculaire. Après, c'est devenu à haut poids moléculaire. Les hauts poids moléculaires, c'est le concept, juste pour que les gens comprennent, c'est que ça donne un aspect ça dure plus longtemps parce que c'est beaucoup plus visqueux. Donc, ça agit comme un espèce de ralentissement à la pression qu'on met sur nos articulations. Comme un coussin. Un coussin. Et vu que c'est à haut poids moléculaire, ça va durer plus longtemps. Après, il y a eu le développement de plusieurs, ce qu'on appelle des substances orthobiologiques. Donc, des substances biologiques qui viennent de notre corps, qu'on peut utiliser pour des fins de traiter de l'inflammation, traiter de l'arthrose, traiter des tendinites, etc. Donc là a commencé à apparaître le PRP. C'est en quelle année, ça, environ? Le PRP, ça fait longtemps que c'est utilisé. Ça fait plus de 15 ans. Mais les études qui ont commencé à les étudier, c'était comme un secret caché, je te dirais, par certaines... y a des petites anecdotes. C'était des secrets cachés dans certaines équipes de sport parce qu'ils avaient trouvé une molécule, mais ils ne voulaient pas trop en parler. Puis ensuite, ça a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau commercial. Mais en même temps, tout ce qui était parallèle aux plaquettes se sont développés. Donc, on parle de N-stride, les molécules, on appelle des protéines autologues. Par la suite, il y a eu plusieurs développements. Donc, il y a eu le PRF qui a été développé. Donc, tout ça, on va expliquer c'est quoi plus tard. Mais toutes ces molécules ont commencé à apparaître petit à petit, mais n'ont pas été assez étudiés parce qu'on n'avait pas assez de recul ni de cohortes d'études. Donc, c'est quelque chose de très récent, la médecine régénérative, au niveau médical. Mais de plus en plus, les cellules souches, c'est la même chose. Les cellules souches, au début, on pensait, ça y est, c'est fini, on a trouvé la solution magique, mais non, loin de ça. Surtout maintenant, avec les dernières études, on va en parler, où on voit que la quantité de cellules souches qui restent dans une articulation est moins de 3%, parce que c'est des molécules qui finissent par se faire absorber. Et aussi, c'est très difficile de les concentrer. Donc, qu'on le prenne des tissus graisseux, adipeux. Donc, il y en a qui font des mini liposuctions, ils sont très contents. Et d'autres, ils font des aspirations au niveau de la moelle. Les aspirations de la moelle sont meilleures en termes de concentration, mais on réalise qu'aujourd'hui, on ne peut pas recommander une injection intra-articulaire de cellules souches et dire que c'est mieux que le PRP. Ça, c'est plus vrai. Avant, il y avait des études contradictoires, mais maintenant, les méta-analyses le montrent. Et le coût aussi, il est complètement ridicule. Au Canada, on n'a pas le droit de les utiliser. Et quand on parlera des cellules souches, je vais faire la différence entre ce qui est une cellule souche versus une cellule souche mésenchymateuse, parce que c'est pas les cellules souches pluripotentielles que eux, malheureusement, on n'injecte pas. C'est pas eux qu'on injecte. Donc, c'est ça a évolué beaucoup. Est-ce que ça a été avec, justement, quand il y a eu Tiger Woods, qu'il y a eu le PRP, tout ça, je pense que c'est là que ça a explosé un petit peu, quand il y avait Kobe Bryant, puis comme des sportifs, là, ça c'est comme... L'intérêt est arrivé à ce moment-là. C'est que c'était expérimental. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites sur des animaux et les résultats étaient très, très positifs. Et quand quelqu'un n'a rien à perdre, on dit, parce que des plaquettes, c'est ton sang à toi, c'est quoi le pire qui peut arriver? Absolument rien.
Bien sûr, il y a des contre-indications de faire le PRP, on va en parler. Mais ces patients-là disaient, ouais, ça peut aider, comme ça peut pas ne pas aider, mais c'est très prometteur. L'idée en arrière de qu'est-ce que les plaquettes peuvent faire, c'est les gens comprenaient à quel point les plaquettes sont nos meilleurs amis dans notre corps. Je vais l'expliquer plus tard. C'est que ces athlètes-là perdaient rien d'essayer. Puis, Tiger Woods l'a eu après son déchirure de croisée antérieure. D'autres joueurs sportifs ici à Montréal les ont eu aussi. Kobe Bryant, lui, c'était sa déchirure du tendon d'Achille. Est-ce qu'il y a eu des injections de PRP? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, j'ai lu qu'il y a eu d'autres traitements alternatifs, mais pour dire que c'était du PRP pur, je suis pas sûr. C'était parce que dans le temps, on n'avait pas encore peaufiner exactement comment faire un PRP avec une concentration très haute plaquettaire. Donc, tout avant était préparé en laboratoire où on était capable de quantifier les nombres de plaquettes. Mais là, on va parler bientôt pour comment on peut s'assurer d'avoir une concentration plaquettaire qui va être assez haute, mais pas trop haute, parce que trop haute peut être délétère, trop basse fait rien. Il faut trouver le juste milieu. Donc, entre 7 à 14 milliards de plaquettes, tu es dans ton... You're in the money. En haut de 14, ça peut avoir l'effet contraire. Et en bas de 7, c'est comme si tu as bu un verre d'eau. Là, ça fait absolument rien. OK. Ouais. OK, bien justement, on va parler de chacune des thérapies, comme tu l'as dit. On va commencer avec le PRP. Donc, pour les gens à la maison, là, on a dit le mot beaucoup PRP. Ça, c'est le plasma riche en plaquettes. Donc, on vient prendre votre propre sang. Une certaine quantité, ça peut aller de 60 à 80 millilitres en général. Puis, on vient le centrifuger. Souvent, ça va être un double spin. On va le centrifuger 2 fois pour avoir justement la concentration entre 7 000 et 14 000. Pour pouvoir vous réinjecter des plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance pour pouvoir aider notre corps à ce qu'il régénère puis répare. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler du PRP, des indications pour qui que ça fonctionne le mieux? Dans quel cas qu'on l'utilise? Alors, le PRP, il faut le diviser en deux. Il faut d'abord le voir pour les patients qui l'ont besoin pour leurs tendons et leurs ligaments et ceux qui l'ont besoin pour l'arthrose et leur articulation. Donc ça, c'est 2 différents mondes, 2 différents types d'études, 2 différentes façons de faire la réhabilitation et aussi ce qu'on doit apporter aux patients comme médecine douce ou médecine alternative pour que ça arrive à donner le meilleur résultat à la fin. Donc, quand on parle commençons avec le tendon, quand on commence avec le tendon, donc comme tu as dit, on prend le sang du patient, puis si vous voulez vous assurer que vous allez dans un endroit qui font du PRP comme il le faut, demandez-leur toujours la question, combien de cc vous avez pris de mon sang? Si quelqu'un vous prend moins que 60 cc, vous dites au revoir, merci. On ne va jamais pouvoir concentrer les plaquettes en bas de 50 cc. La vraie définition d'un PRP, donc platelet rich plasma, donc plaquettes riches plasmatiques ou plasma riche en plaquettes, il faut que ça soit 3 à 4 fois le nombre de plaquettes qu'on a dans notre corps. Donc, si c'est pas 3 à 4 fois, c'est pas considéré riche, c'est considéré pauvre. Donc, pour pouvoir ça, il faut minimum 60. C'est sûr, plus les patients sont âgés, il y a moins de plaquettes. Et il faut aller chercher jusqu'à du 90, même jusqu'à du 120 cc. Il y a certaines études qui ont fait des très, très hautes concentrations à 180. Je ne le recommande pas tout le temps parce que là, je ne sais pas si on dépasse 14 milliards. Et le problème aussi, c'est qu'il y a tellement de compagnies que si tout le monde utilise des compagnies différentes, ben, tout le monde vont pas avoir le même nombre de concentrations de plaquettes. Donc, quand ils font des études, c'est toujours important, et c'est pour ça qu'il y a eu un problème avec l'étude Reform. Ils avaient utilisé une compagnie qui s'appelait, je ne veux pas la nommer pour pas lui faire du mal, mais cette compagnie-là, elle faisait juste un spin. Et quand elle faisait un spin, elle n'était pas capable d'aller concentrer les plaquettes. Et le résultat, à la fin, il disait, ben, ça marche pas pour l'ostéoarthrose. Mais c'était faux. Parce que la méta-analyse, l'étude était très bien faite, mais la concentration de plaquettaire était mauvaise. Et aussi, la deuxième chose la plus importante quand on fait ce type de PRP, c'est de savoir est-ce qu'on met des leucocytes ou on ne met pas de leucocytes. Alors, pour les tendons, on veut toujours mettre des leucocytes. Les leucocytes, c'est des globules blancs. Et les globules blancs, eux, vont
augmenter l'inflammation parce qu'on veut créer une inflammation au début. Pourquoi? Là, l'anecdote la plus facile, c'est quelqu'un se coupe au niveau de la peau. Il commence à saigner. Le saignement s'arrête parce qu'il y a des plaquettes qui vont faire une agrégation, un caillot. La cicatrice, pas la cicatrice, mais plutôt le caillot se forme. Après, si on touche pas le caillot, qui est la petite croûte qui est sur notre peau, puis on laisse ça passer, on a une nouvelle peau. Donc, les plaquettes ont une capacité de régénérer les tissus. OK? Maintenant, si on n'avait pas ces plaquettes, ben là, on saignerait. C'est ça ce qu'ils ont, les hémophiles, etc. Pas, ça n'arrêterait pas. Et les tendons et les articulations, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vaisseau. C'est qu'ils sont très faibles, faiblement vascularisés. Donc, ils ne sont pas capables de se réparer rapidement. Donc, quand on injecte 7 milliards des plaquettes, là, on envoie un signal énorme au corps qui dit c'est le temps de réparer. Et c'est ça ce qui arrive. Tandis que la cortisone, elle, tout ce qu'elle fait, c'est que, imagine une chambre qui est remplie de fumée, et ben tu mets de la cortisone, c'est que tu as juste ouvert les fenêtres, la fumée est sortie, mais tu n'as pas réglé le problème. Il y a encore le feu à l'intérieur de la maison. Donc, pour éteindre le feu, tu as besoin des cytokines anti-inflammatoires, tels le PRP, pour éteindre le feu, pour empêcher cette cascade de destruction du cartilage. Et dans les tendons, ben, on veut réparer du tendon, mais il faut aussi savoir est-ce que le tendon peut être réparable. Donc, quand un tendon est complètement déchiré, impossible de le réparer. Comme dans un genou, quand il n'y a pas de cartilage, il n'y a aucun point de donner du PRP parce qu'on n'est pas capable de protéger le cartilage, de faire une chondroprotection, il n'y en a plus. Donc, c'est aussi très important lorsqu'on fait les échographies de voir c'est qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est pour ça que moi, je vois, il y a beaucoup de patients qui viennent me voir et 6 sur 10 patients, je refuse parce que je leur dis, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça va pas marcher. La littérature dit pas telle chose. Vous avez une chondromalacie de grade 4, donc ça veut dire une arthrose très avancée, os sur os, ou le score Kallgren-Lorenz de 4. Monsieur, je suis désolé, c'est la prothèse qu'il vous faut. Quoique, il y a certaines études qui montrent que ça peut aider. Avec la douleur. Mais ça a le même effet que la cortisone. Tu n'es pas en train de protéger quoi que ce soit. Donc, tout ça pour dire que le PRP, il faut savoir comment l'utiliser pour les tendons et pour les articulations. C'est deux choses complètement différentes. Et le temps de réhabilitation est complètement différent. Quand on injecte dans une articulation, le patient, le lendemain, marche. Quand on fait un tendon, moi, je les immobilise. Pourquoi je les immobilise? Parce qu'on est en train de former un espèce de caillot dans le tendon qui va permettre aux plaquettes de commencer à régénérer le tissu. Et c'est comme si on avait une coupure à la peau. On ne va pas commencer à jouer avec la coupure, elle ne va jamais guérir. Donc, j'immobilise tout le temps les patients entre 10 à 14 jours. Et après, je recontinue avec la physio par la suite pendant 8 semaines. Okay. Et après, ils reviennent me voir. Je ne les laisse pas partir dans la nature. Tu les revois après combien de temps? 8 semaines. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui va t'indiquer si tu le réinjectes ou pas après 8 semaines? Les études, ils ont montré que, d'abord, il n'y a aucune étude qui vérifie à chaque semaine. Alors, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Par contre, c'est 6 mois, 12 mois tout le temps, les gros paramètres. Donc, avant de décider de refaire un PRP, je donne un bon 6 mois, tout le temps. Parce qu'il y a des patients qui réagissent différemment, qui réagissent un peu plus tard, et il y en a qui réagissent un peu plus tôt. Donc, j'ai des patients fréquemment qui viennent à 8 semaines et ils ne voient aucun changement. Et là, on arrive à 10-12 semaines et là, hop, ça commence à aller mieux. Donc, je vais toujours réévaluer après 6 mois. Par contre, il y a des protocoles spécifiques de haute dose de PRP pour certaines lésions, donc les lésions ostéochondrales. Ça, on va faire ce qu'on appelle 3-shot therapy, donc 3 hautes doses de PRP à l'intervalle ça dépend les protocoles, en 2 à 6 semaines pour traiter des lésions ostéochondrales, des lésions ostéocartilagineuses. Ça, on va être un peu plus agressif, mais ça, c'est comme en arthrose? Ça, c'est des lésions ostéochondrales. Donc, c'est des lésions où tu as le cartilage et tu as l'os sous-jacent qui est aussi touché. Alors, tu as l'œdème dans l'os, tu as le cartilage qui est touché
Et tout dépendamment du fragment, tu peux avoir un fragment qui est stable, instable. Il y a la littérature des case series qui ont montré qu'un traitement à haute dose de PRP à intervalle de 3 injections peuvent amener à une certaine guérison de ces lésions ostéochondrales. Après, tu as aussi la combinaison du PRP avec les viscosuppléments, ce que j'aime beaucoup, surtout pour les stades avancés d'arthrose. Quand tu as des stades avancés d'arthrose, grade 3 qui approche le 4, ben, ça plaît à l'esprit de ne pas juste faire du PRP, mais rajouter quelque chose, une molécule de plus qui va venir aider. Parce que l'acide hyaluronique, ça joue au niveau de la biomécanique, tandis que le PRP joue, oui, d'une certaine façon dans la biomécanique parce que ça améliore le lubrifiant interne, mais ça se joue aussi dans la biochimie de l'articulation. Ça vient empêcher toutes ces mauvaises molécules qui détruisent le cartilage d'être présents et ça favorise les protéines qui vont fabriquer du nouveau tissu ou réparer du nouveau tissu. Donc, c'est le catabolique versus l'anabolique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que est-ce que les études ont montré que le PRP aidait à régénérer, justement? Ça ne va pas recréer du nouveau, on ne va pas régresser en termes d'arthrose, mais je pense qu'on peut dire qu'on ralentit la progression. Donc, les études ont démontré clairement des ralentissements et aussi une augmentation du temps avant d'avoir une prothèse, avant d'aller à la chirurgie. Et oui, dans de rares cas, il y a eu des mesures de cartilage par résonance magnétique, mais là, on parle de quand les patients ont eu plusieurs injections de PRP, pas juste une, où le cartilage augmente en termes d'épaisseur. On ne sait pas si l'épaisseur, c'est parce que le cartilage est beaucoup plus dense, mais je dirais plutôt hydraté, versus qu'il y a eu du cartilage qui s'est reformé. Le PRP n'est pas là pour reformer, mais plutôt pour ralentir, arrêter et changer la biochimie dans le genou pour que le genou soit beaucoup plus stable et moins destructeur. Parce que le liquide synovial qui est sécrété quand il y a de l'arthrose, il est rempli de cytokines inflammatoires, de métalloprotéinases, de plein de molécules qui vont venir dégénérer, fragiliser le cartilage et on veut renverser ça. Et c'est ça ce que le PRP fait, c'est qu'il renverse la chimie à l'intérieur du genou. Donc les gens pensent toujours, il va faire regrossir mon cartilage. Non, il va empêcher ta progression, il va l'arrêter où tu es parce que tu es au stade 2. Et si tu aurais continué avec de la cortisone pendant 5 ans, tu serais arrivé au stade 4 dans 2 ans et tu aurais eu besoin d'une prothèse de genou. Donc, ouais, mais ça, c'est très bien documenté. Il y a plein de littérature là-dessus. Il y a plein de méta-analyses. Je pourrais t'en partager ou pour les gens, s'ils veulent lire, je peux t'envoyer. Ouais, voilà. Puis justement, toi, parce que tu l'as dit, quand les gens ils ont le genou qui est inflammatoire, ils ont beaucoup de cytokines, beaucoup de molécules qui peuvent être néfastes, puis favoriser la progression de l'arthrose. Fait que j'imagine que tu fais toujours une ponction avant de faire du PRP. Puis mon autre question aussi était, est-ce que des fois tu vas faire cortisone pour voir, est-ce que, dépendant c'est où, mais juste un test, si ça aide. Puis après combien de temps on peut avoir un PRP quand on a eu de la cortisone? Ben c'est ça. Alors, beaucoup de questions. Alors, tout d'abord, si tu regardes un genou, tu vas regarder le rayon X, tu vas voir s'il y a un pincement et tout, mais à l'échographie, tu peux très bien voir tout ce qui est marginal, parce que tout ce qui est dégénérescence débute toujours dans les marges. Donc, l'échographie le voit très bien. Il voit les ostéophytoses, il voit le pincement intra-articulaire. Si tu as un épanchement intra-articulaire, c'est que ton corps, malheureusement, est en train de sécréter du liquide synovial inflammatoire dans un but de protéger, mais vraiment, il est rempli de cellules inflammatoires qu'il est en train de faire le contraire. Donc, s'il y a un épanchement intra-articulaire et le patient a une douleur, tu sais que ça vient à cause de l'arthrose. Si le patient a une douleur et il y a 0,0 liquide dans l'articulation, c'est souvent un problème méniscal, un problème autre que l'arthrose. Donc déjà, dès que tu as un épanchement intra-articulaire, tu sais que la biochimie à l'intérieur de l'articulation doit changer. Donc,
avant que tu injectes n'importe quoi, que ce soit de la cortisone, que ce soit n'importe quoi au niveau du genou, d'abord, ça plaît à l'esprit. Si tu veux avoir l'effet maximal, si on va dire tu as une piscine d'eau et tu mets une goutte de sucre à l'intérieur, tu vas pas la goûter. Par contre, si tu vides la piscine, ben c'est sûr que si tu mets une goutte d'eau sucrée, tu vas la goûter plus facilement. Donc, le point, c'est qu'on vide l'articulation pour que la molécule qu'on injecte interagisse et touche les structures. Il faut qu'il y ait un contact avec les structures. Si elle se mélange avec le liquide synovial, elle va jamais toucher la structure, elle va se diluer. Donc, n'importe quand on fait une injection dans les articulations, là, on parle beaucoup des articulations, mais les tendons aussi, c'est important d'en parler, mais dans les articulations, on va toujours vider, que ce soit pour la cortisone, les viscosuppléments ou le PRP. Est-ce que j'injecte des fois la cortisone avant le PRP? Oui. Il y a deux raisons pourquoi je le fais. Si je vois qu'il y a beaucoup d'inflammation dans le genou, ça ne sert à rien de mettre du PRP parce que la synoviale, elle est inflammatoire. Elle est pas de bonne humeur, elle est méchante, elle est agressive, elle veut sécréter des molécules toxiques qui vont venir manger ton cartilage. Donc, elle est pas contente. Alors, on lui met de la cortisone pour la calmer, lui dire que tout va aller bien. Et après, on la choque avec le PRP. Et le PRP vient empêcher toute cette cascade inflammatoire à se mettre. Donc, le PRP, on sait que les plaquettes, il faut d'abord comprendre le PRP. Quand on dit PRP, on va dire les plaquettes. Les plaquettes ont des granules alpha. Dans les granules alpha, c'est eux qui vont sécréter tous les facteurs de croissance. Donc, le Platelet Growth Factor, le PGF, le VEGF, etc. sont sécrétés par les granules alpha. Et ces molécules-là vont venir se mettre sur les récepteurs inflammatoires, interleukine-1, TNF-alpha. Donc, toutes ces molécules-là, toute cette cascade, on passe par des cytokines inflammatoires qui vont activer les ASE, comme on dit, les protéinases et les métalloprotéinases, etc. Ils vont venir dessus pour qu'ils ne soient pas activés. Donc là, tout d'un coup, toutes ces mauvaises molécules sont plus en place. Et là, on peut favoriser des bonnes molécules. Il y a d'autres molécules que je ne vais pas nommer là, parce que même moi, j'oublie leur acronyme. Les ART, des modulateurs à l'intérieur du genou qui, eux, sont des bonnes molécules. Qui vont promouvoir... Qui sont anti-inflammatoires. Qui sont anti-inflammatoires, mais aussi qui vont promouvoir la sécrétion de lubrifiants. On a un lubrifiant dans notre genou, ce qui s'appelle la lubrificine, qui va stimuler la production de protéoglycans et va améliorer l'environnement. Donc, c'est ça l'importance. Donc, oui, toujours, je vais vider. Des fois, je vais mettre de la cortisone parce qu'il y a trop d'inflammation. Et si je fais une injection de cortisone, ça, c'est une question de c'est quoi la demi-vie d'une cortisone, combien de temps ça prend pour que ça sorte complètement du système ou que ça n'a plus d'effet en niveau intra-articulaire. Les gens s'entendent entre 4 à 6 semaines. Donc, moi, j'attends 6 semaines pour être sûr. OK. Ouais. Même chose pour après, disons, j'ai eu un patient récemment, il y avait eu justement du PRP. Il voulait absolument que je draine son kyste de Baker qui était énorme. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas aller mettre de la cortisone. Puis je me suis posé la question, selon les études, ça serait après combien de temps après un PRP? J'imagine on essaie d'éviter le plus possible. Oui. Après un PRP, disons que l'effet des plaquettes, l'effet inflammatoire et l'effet de guérison, c'est les premières 8 semaines. 8 semaines, j'exagère un peu. L'inflammation, c'est les 2, 3, 4, et on essaie de prolonger jusqu'à 7 jours. Après, il y a la phase de régénératrice qui, elle, va durer pendant 3, 4 semaines. Okay? Donc ça, c'est tout ce qui est production de nouvelles fibres, on va dire dans le tendon de collagène, etc. Et après, il y a la phase de remodelage qui, elle, continue, qui peut aller jusqu'à 2 ans. Quand tu regardes les plaquettes lorsqu'ils sont injectés, après 1 mois dans un genou, ils ont déjà été absorbés. Ils ont déjà été absorbés par le cartilage. Donc, il y a des études cadavériques qui ont montré que le cartilage pénètre les plaquettes pénètrent le cartilage et s'incorporent en dessous dans la médula, sous le cartilage. Donc, moi, j'aime bien dans les patients, c'est pour ça que arriver après 1 mois, 1 mois et demi, c'est là où j'injecte mon viscosupplément après le PRP dans les hauts grades, dans les grades 3, dans les grades 2, 3, parce que c'est là où je donne cet effet bénéfique de lubrification
et ça permet au PRP de continuer à agir et de garder un environnement stable. Donc, disons, après 1 mois de temps, tes plaquettes ont fini d'agir. Mais ce qu'ils ont fait, c'est pas fini parce que la réparation continue et le remodelage, c'est long. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, le remodelage, c'est les fibres de collagène qui continuent à faire on appelle ça des interlinks entre eux. Puis ça peut durer très longtemps. Ouais. Puis je sais qu'il y a certains, vous dites que vous, dans le fond, la visco, vous attendez 6 semaines, vous ne le mettez pas en même temps que le PRP. Non. Je sais qu'il y en a qui mettent le PRP puis l'acide hyaluronique non réticulé en même temps. OK. Oui, il n'y a rien qui dit que tu peux pas, OK? Mais moi, ça ne plaît pas à l'esprit. Parce que pourquoi est-ce qu'on va compétitionner? Le visco-supplément va se mélanger avec le PRP. Il y en a qui se mélangent moins bien. Donc, le non réticulé, c'est celui-là qu'on va injecter. Donc, il y a l'Orthovisc, le Synolys, puis il y en a un autre, j'ai oublié c'est lequel. Bon, bref. Donc, il y en a quelques-uns que c'est eux que j'utilise d'ailleurs. Et la raison, c'est que avant de mettre un visco-supplément, tu veux changer la biochimie interne. Mm-hmm. Le visco-supplément, il a un effet bénéfique biomécanique. Donc, moi, ça plaît à l'esprit de d'abord changer la biochimie et après améliorer la biomécanique. Mettre les deux en même temps, selon moi, c'est comme si tu mets deux personnes qui veulent compétitionner pour le même travail, puis là, ils vont se battre, puis à la fin, il n'y a personne qui gagne. Je dis pas que ça marche pas, mais ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce que je vois dans la littérature, ce qui marche aussi pour moi, c'est d'attendre et de le faire plutôt en série qu'en parallèle. Mm-hmm. Ouais. OK. De ton expérience, c'est ce qui fonctionne. Mais aussi, il y a des études qui ont montré que c'est mieux d'attendre parce que tu veux changer la biochimie à l'intérieur de l'articulation avant de rajouter le visco-supplément. Puis vous rajoutez le visco-supplément 1 fois ou 3 fois? Donc ça dépend. Moi, j'aime le protocole pour les arthroses modérées. J'aime le protocole d'une injection de PRP et ensuite 3 injections de visco-supplément. Une injection aussi peut être assez. Et aussi, juste une injection de PRP, des fois, tu n'as même pas besoin du visco-supplément, surtout quand c'est des grades 1 ou c'est des patients qui ont des déchirures aiguës du ménisque qui est encore dans la périphérie rouge qui peuvent être guéris. Pas besoin de mettre des visco-suppléments chez eux. Plus jeune tu es, moins que tu as besoin de cette biomécanique supplémentaire parce que tu l'as déjà. OK, ouais. Puis si, c'est à quelle fréquence de votre expérience que vous répétez le PRP? Pour les genoux, disons que c'est 1 an. Okay. 1 an, il y en a qui sont chanceux, ça dure plus longtemps. Mais souvent, c'est 1 an et on le répète après 1 an. Les patients reviennent parce qu'ils ont mal? Ou... Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent juste aussi par précaution. Ils ont dit, je veux pas que ça commence à faire mal. Et il y en a que ça recommence tout doucement. OK. Ouais. Puis, c'est quel patient qui, pour le PRP, justement, c'est pas une indication ou... D'abord, ceux qui sont sur des anti-inflammatoires. Okay. D'abord, ça, c'est une autre chose. Quand on est sur le PRP, pas d'anti-inflammatoire pour 6 semaines. Moi, je pousse jusqu'à 2 mois, même 3 des fois, parce que je veux vraiment limiter l'effet anti-inflammatoire. Parce que si on enlève l'inflammation, tout le processus d'inflammation qui dit au corps viens guérir l'endroit qui est problématique, on parle surtout là des tendons, pas des articulations, va disparaître. Donc les patients qui sont sur des anti-inflammatoires parce qu'ils ont maladie de Crohn, etc., l'effet va être l'effet carrément zéro. Je dis pas zéro parce qu'il y a quand même un effet anti-inflammatoire, mais la biochimie va pas vraiment changer dans les genoux. Donc il y a eu des études qui ont montré ça quand ils faisaient des extractions du liquide de genou pour mesurer la quantité de cytokines pro-inflammatoires. Chez les patients qui prenaient des anti-inflammatoires, ils étaient beaucoup plus élevés. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que c'était dans les genoux. Donc, les autres contre-indications, c'est ceux qui ont des cancers sans rémission, parce que tu ne veux pas non plus injecter des cellules métastatiques dans un genou. Ouais. Les patients qui ont des troubles au niveau sanguin, donc des hypoplaquétoses ou qui ont une splénomégalie, qui font de la séquestration plaquettaire, ça, c'est pas bon non plus, ça ne va pas marcher. Puis, sinon, c'est ça, par rapport au PRP, on a fait quand même le tour. Donc, moi, je dirais les choses que les personnes devraient faire attention, c'est qu'avant de faire un PRP, tout d'abord,
s'assurer qu'il y aura une bonne concentration. Et la seule façon de leur demander, c'est est-ce que vous prenez plus que 60 cc ou prenez plus que 30 cc, 60 cc, c'est la norme. Là, déjà, on sait qu'on va avoir une bonne concentration. Et on peut poser la question, oui, est-ce que c'est un système à double ou simple spin? Puis ça dépend aussi si c'est pour un tendon. Souvent, en intra-articulaire, on veut prendre une plus grande quantité, on va mettre un petit peu plus. Si c'est un tendon, des fois, la quantité... C'est ça qu'il faut faire attention, c'est que, on va dire, dans un tendon, disons qu'il mesure 10 cm, et le 10 cm est pathologique. Si tu injectes à chaque endroit un peu, tu viens de diluer tes plaquettes. Tu as mis 2 milliards ici, 2 milliards ici, 2 milliards... Donc, quand on fait les tendons, il faut s'assurer de le mettre vraiment à l'endroit que le patient a le plus besoin pour que la concentration soit maximale. On ne peut pas prendre 10 milliards et s'amuser à le mettre un peu partout dans le tendon. Donc ça, c'est une conception que les gens ne comprennent pas très bien. Ils prennent du PRP, puis ils commencent à injecter un peu ici, un peu ici. Là, ils sont en train de diluer la concentration parce que c'est plus 14 milliards de plaquettes que tu as injectées. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, oui, en intra-articulaire, tu veux un peu plus, mais tu dois aussi avoir une bonne concentration. Donc, en intra-articulaire, tu dois prendre beaucoup plus de sang pour que ton résidu plaquettaire, qui va être peut-être de 8 cc, va être bien concentré. Ouais, si tu as pris 60 cc et tu prends 8 cc, ça va être dilué avec du faible plaquettaire. Donc, quand tu es en intra-articulaire, tu veux toujours prendre un peu plus. Puis, quand tu es en tendineux, tu veux vraiment l'injecter à l'endroit précis, aux alentours de cet endroit précis que tu veux guérir. Soit qu'il y a une déchirure focale ou une tendinopathie focale. Si c'est tout le tendon, là, il faudrait dire au patient, on risque de faire 2 ou 3 traitements la même journée. Puis est-ce que tu vois justement souvent, disons, les tendinopathies de la coiffe avec des déchirures partielles, tu vois, toi, à l'écho, qu'après, il y a une réparation? Oui, je vois carrément, je vois plus le trou, il est parti, les fibres ont été remplacées. C'est vraiment de la médecine régénérative. C'est magique. Quand on voit les photos avant et après, on dit waouh. Puis pourquoi tu penses qu'il y a autant de tu sais, il y a un petit peu des deux dans le monde. Tu peux parler à un expert et dire « ouais, ça, c'est pas prouvé le PRP ». Puis quand on regarde, je commence une revue de littérature sur le sujet, justement, là, fait que je vais avoir plus de détails. Puis quand je vous parle à vous, c'est comme non, c'est prouvé. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de contradictions puis autant d'opinions? Parce qu'il y a des milliers et des milliers d'articles qui sortent. Et c'est comme un peu comme Google. Tu tapes ce que tu veux et ça va te donner la réponse. Donc, tu veux dire, je veux un arbre bleu au Japon, ils vont te trouver un arbre bleu au Japon. Donc, si tu dis le PRP ne fonctionne pas pour l'arthrose, ils vont te sortir tous les articles qui disent que le PRP ne fonctionne pas pour l'arthrose. Donc, c'est là où la lecture scientifique et la lecture basée sur les données et aussi... comment discerner quelle étude est bien faite versus quelle étude est moins bien faite, va nous permettre de décider, OK, ça marche, ça marche pas. Donc, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai dû convaincre des médecins, j'ai dû leur montrer, j'ai dû leur prouver que ça marchait parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et il y a encore même des personnes qui écrivent des articles sur la Gazette et ça me rend un peu énervé, là, il y a 2 ans, que ça ne marche pas. Parce qu'il parlait il y en a qui utilisent pour l'esthétique Vampire, je sais pas, ouais. Et ils disent que pour la musculose, ça marche pas. Mais là, tu prends des méta-analyses faites par des gens bien, qui ont étudié longtemps, qui ont bien vu la différence entre le PRP versus la cortisone, versus l'acide hyaluronique, versus les cellules souches, et tu vois le bénéfice. Et donc, la raison pourquoi il y en a qui ne sont pas convaincus, c'est ils connaissent pas. C'est nouveau, parce que c'est nouveau. Oui, dans le domaine, c'est nouveau. C'est nouveau. Numéro 2, c'est parce qu'ils n'ont pas assez lu d'études. Ou 3, ils ont lu les mauvaises études. Mais là, la science, elle est là-bas. Vous pouvez aller voir partout. Je serais très, très surpris qu'une personne me dise que le PRP ne marche pas pour l'ostéoarthrose du genou, grade 2, grade 3, parce que la littérature est là. Donc, ça serait un mensonge. Avez-vous d'autres exemples que l'arthrose du genou? Alors, ceux qui ont été les plus étudiés, tu as l'arthrose du genou, tu as les épicondylites, tu as tout ce qui est fascia, donc fascia plantaire.
et le moyen fessier. Ça, c'est ce qui a été le plus étudié et qui sont même, il y a même des études niveau 1, recommandations niveau 1 à ce niveau. Ceux qui ont été moins étudiés, mais qui montrent quand même beaucoup d'amélioration, c'est la coiffe des rotateurs. Ouais. Et ceux que, pour une raison que j'ignore, mais j'ai quand même des très bons résultats, les tendons d'Achille et les tendons patellaires. Avant les tendons patellaires, tout le monde parlait, c'est ça, puis là, le PRP va sauver les tendons patellaires. Et là, les études sont moins bonnes dessus, mais j'ai compris pourquoi. J'en ai lu plusieurs pour comprendre. C'est parce que la prise en charge après n'était pas bonne. Donc, la physiothérapie qui suit est hyper importante. Quand est-ce qu'on fait si les gens commencent déjà à faire du loading, de la mise en charge, c'est pas bon. Ils doivent comprendre qu'il faut, la même façon qu'on guérit les tendons en physiothérapie en faisant des mouvements excentriques et non concentriques, c'est comme ça qu'on doit commencer la physiothérapie en PRP, après le PRP. Donc, n'importe qui fait un traitement de PRP et qu'après le médecin lui dit « je te revois dans 8 mois », c'est pas bon. Vous faites demi-tour, venez me voir, vous allez voir Alexandra. La physiothérapie, c'est extrêmement important. J'ai développé un protocole aussi basé sur la littérature, quoi faire semaine 2, quoi faire semaine 3, quoi faire semaine 4, que je travaille avec les physiothérapeutes. Tout ça pour dire que le PRP tout seul ne fonctionnera jamais. Donc, si tu prends des anti-inflammatoires, ça ne marchera pas. Si tu commences à mettre du froid et tu mets du froid pendant tout le temps que tu as eu le PRP ou du chaud, ça ne va pas marcher. Si tu vas pas en physiothérapie faire tes mouvements donc c'est pas juste faire le PRP, c'est ce qui suit qui est important. C'est pour ça que je les suis moi après 8 semaines, parce que je les chicane s'ils font pas ce qu'ils sont supposés faire. Je dis c'est normal que ça marche pas, et ceux que ça marche, je dis c'est normal que ça marche. Non, mais c'est important de faire tout ce qui est à côté aussi bien. Puis comment les gens, je ne sais pas si c'est pour ça, c'est moins votre spécialité, mais comment on peut savoir, est-ce que mon physio, parce que ce n'est pas toutes les physios qui connaissent le PRP ou le protocole, comment savoir si le physio que je vois est compétent dans ce que j'ai besoin, parce qu'on ne veut pas qu'il aille faire justement des exercices de renforcement. Là. Alors, moi, j'ai mon protocole, mais je ne le partage pas parce qu'après, il va se balader partout à Montréal. Alors, je leur pose la question, est-ce que votre physiothérapeute est habitué à traiter des patients après PRP? S'ils me disent oui, il en a traité plusieurs, c'est bon. S'ils me disent non, il ne s'y connaît pas trop, là, je leur recommande des physios que moi, je connais, que j'ai travaillé avec, qui ont traité des patients avec PRP. Donc, je les dirige aussi vers des physios s'ils n'en ont pas. Mais si leurs physios à eux disent oui, j'ai travaillé dessus, puis il n'y a pas de problème, là, il faut les prendre pour... mais après, tu leur poses des questions, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Puis là, ils me disent, ouais, on a levé des charges. Non, c'est pas le moment de lever des... Il n'y a pas de mise en charge au début. C'est que des mouvements excentriques. Et je vous dirais aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de physiothérapeutes qui, après faire le PRP, ils s'aventurent à faire leur propre thérapie. Donc, ils vont commencer à mettre du TENS, ils vont commencer à faire de la fenestration. Le shockwave, oui, c'est indiqué des fois de le faire après le PRP, mais dans certains cas réfractaires. Mais c'est pas à eux de décider. C'est à moi de leur dire, OK, c'est le moment de le faire. Ouais. Mm-hmm. Puis, y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour augmenter nos chances que le PRP fonctionne? T'sais, ce que je voyais probablement avant, c'est sûr que c'est toujours bon d'avoir un bon sommeil, de bien manger, d'éviter l'alcool avant, de faire un petit peu justement de l'activité cardiovasculaire, tout ça. Fait qu'il y a des choses qui sont prouvées que faites ça avant puis après pour améliorer vos chances que ça fonctionne. On veut les meilleures plaquettes possibles. Ouais. Donc, aucun anti-inflammatoire une semaine avant, ça c'est sûr. Eat green, manger vert, s'hydrater beaucoup. Donc c'est ça c'est les choses qu'on peut dire, comment se préparer, c'est le mieux. Les activités physiques, c'est sûr que si on a un traumatisme avec une déchirure, on veut pas vraiment qu'il l'aggrave. Mais c'est ce qui va après. Donc, une fois qu'on a changé la biochimie, là, tout d'un coup, ils peuvent commencer à faire des renforcements du genou. Ils peuvent augmenter leur masse musculaire, stabiliser le genou mieux. Donc là, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant parce qu'ils étaient trop en douleur. Donc, il y a aussi le après et il y a le avant. Mais avant, je te dirais, c'est très minime. Ça veut dire boire, manger vert,
pas d'alcool, pas de tabac, puis enlever les anti-inflammatoires complètement. Oui. Puis souvent, pour les gens à la maison, de manger avant, c'est correct, de bien vous hydrater parce qu'on veut pas que vous tombiez dans les pommes quand vous faites votre prélèvement. Fait que ça, c'est une autre chose. Ça arrive qu'ils tombent dans les pommes, puis on les attrape pas tout le temps. Non, on les attrape. Mais ils sont déjà couchés. Ils sont déjà couchés. Moi, il y en a qui me disent, je veux le faire assis. Je dis, non, tu vas t'asseoir. Puis, bon, c'est une petite anecdote. Les plus grands avec les tatous, c'est toujours eux qui s'évanouissent. Mais bon, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai un peu. Les plus costauds s'évanouissent tout le temps. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc, OK. Fait que je trouve que ça fait un bon tour quand même, quelqu'un qui chercherait un traitement de PRP, d'être sûr d'avoir la bonne qualité, de bien le prendre en charge, parce que dans beaucoup, tu sais, c'est pas tout le monde qui le savent, puis les médecins qui nous réfèrent, ben le savent pas non plus, fait que aussi d'avoir un bon protocole. Puis quand vous allez dans une clinique qui vous fournisse aussi le protocole avant, pour bien vous préparer, c'est important aussi, je pense. Donc, on va passer, je pense qu'on en a dit beaucoup sur le PRP, mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu dans les autres thérapies régénératrices. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a une que tu vas commencer, l'hydrogel, qui est peu connue, qu'on pourrait parler un petit peu. Il y a les cellules souches qu'on a normées un petit peu, là. Fait que je sais pas, choisis celle que tu veux qu'on... On peut commencer, disons que ceux qui sont les plus utilisés, donc il y a le N-Stride qui est une molécule qu'on utilise beaucoup pour les genoux, pour tout ce qui est inflammatoire, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on concentre c'est le même processus que le PRP, où on prend du sang du patient, une moins grande quantité, parce qu'on veut on veut réinjecter des protéines. Et c'est des protéines anti-inflammatoires. Donc, l'effet anti-inflammatoire est rapide, mais il n'y a pas assez d'études, moi, convaincantes que j'ai lues pour dire c'est supérieur au PRP. J'aime le concept de l'utiliser. Je comprends pourquoi ça marcherait, mais injecter des protéines anti-inflammatoires, c'est un peu la même cascade, sauf que le PRP, il a d'autres bénéfices que le N-Stride n'a pas au niveau de changer la biochimie, d'arrêter cette cascade inflammatoire. Et encore, ça n'a pas été trop étudié. Ça veut dire il y a des études, mais ça n'a pas été étudié autant que le PRP. Il manque des études pour dire est-ce que c'est supérieur? Oui. Mais pour l'instant, je vais avec ce qui marche. Est-ce que je l'ai déjà fait pour des patients? Oui. Est-ce que ça a marché? Parfois, mais je te dirais que ce qui plaît à l'esprit, c'est que si tu injectes des protéines, là, tu as comme dénaturé les plaquettes. Tu as juste injecté ce qui, dans tous les cas, les plaquettes allaient sécréter ces protéines. C'est juste que là, tu injectes d'un coup. Donc, l'effet, je te dirais, il est beaucoup plus rapide en termes de l'inflammation. Donc, les gens pensent, c'est miraculeux. Mais c'est pas vraiment le cas. Puis est-ce que ça dure plus longtemps? Parce que c'est aussi un peu ce que je lisais, puisque certains spécialistes me disaient que, justement, dans l'arthrose, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué? Ou... Non. La durée, ça dépend aussi du grade. Donc, si c'est un grade avancé, la durée ne va pas être très longue. Et comme je te dis, ça vient changer, ça vient vraiment... ça vient pas changer la biochimie au niveau du genou. Ça la change d'une certaine façon parce qu'on injecte des protéines anti-inflammatoires, mais ça ne vient pas, par exemple, activer la lubrificine. Ça ne vient pas activer tout ce que le PRP peut faire. Mais comme j'ai dit, le résultat il est beaucoup plus rapide. Et dans des cas réfractaires où le PRP ne marche pas, on peut l'utiliser. On peut essayer. On peut essayer. Mais c'est plus dispendieux aussi que le PRP, un petit peu. C'est plus ou moins, pas loin. Ouais. Okay. Ouais. Puis, ça me fait penser au PRF. On en a parlé un petit peu. Ouais. Je l'utilise pas beaucoup. Je voudrais voir votre avis là-dessus. Il n'y a aucune raison de l'utiliser, pour être honnête, parce que le PRF, c'est juste... c'est bon pour si on veut... Lorsqu'on fait des chirurgies et on veut que ça caillote rapidement, puis qu'il y a une formation plaquettaire et comme si vous voulez, une plaie qui guérit plus rapidement. Donc, il l'utilise beaucoup en dentaire. Parce que c'est du fibrinogène. Donc, c'est juste la cascade la cascade de coagulation qui se fait beaucoup plus rapidement et ça cicatrise beaucoup plus vite. Mais dans un genou, tu n'as pas besoin de cicatrisation.
Dans les tendons. Et dans les tendons, tu veux pas une cicatrice, tu veux une régénération, tu veux régénérer le tendon. Donc, c'est pas la même façon. Donc, il y en a qui aimaient ça au début, mais ils ont réalisé que vite, l'effet est beaucoup plus fort lorsque tu veux cicatriser quelque chose pour amener à une guérison. C'est pour ça que dans toutes les chirurgies dentaires, dans toutes les chirurgies, ils aiment bien injecter tout ce qui est au niveau... La bouche? Non, pas au niveau de la bouche, mais surtout au niveau esthétique. Le PRF, ça plaît plus à l'esprit. Qui est du plasma riche en fibrine là, pour les gens à la maison. C'est la fibrine, c'est juste que tu actives ta coagulation beaucoup plus rapidement. Donc, ton agrégation plaquettaire se fait rapidement. Donc, en quoi c'est bénéfique au niveau esthétique? Ouais. C'est que les plaies guérissent plus rapidement, c'est tout. Ah, OK. Ouais. OK. Puis les exosomes, est-ce que ça, on n'utilise pas non plus, là, mais j'aimerais quand même avoir, juste que tu expliques un petit peu ça en est où, puis pourquoi on ne l'utilise pas, en fait. Je pense, est-ce qu'on l'a déjà utilisé? Pour la médecine régénérative musculo-squelettique, non. Non, c'est quelque chose vraiment... Ça veut dire que... C'est en étude, là, ce que je vois, c'est surtout encore chez les animaux. Comme il y a plein de choses qui sont en étude. Il y a comme aussi l'ozone que les gens font, carrément les chambres hyperbares, etc. Tout ça, c'est en étude. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut se perdre, mais c'est de connaître quelque chose bien et comprendre. Et lorsqu'on me prouve que ça marche plus, ben là, je peux commencer à regarder à quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît à l'esprit plus que les plaquettes, parce que c'est ce qui nous protège, ce qui régénère dans notre corps. Donc, comment est-ce qu'on peut se battre contre quelque chose qui régénère des choses dans notre corps? Ça serait... Exactement. Mais tout ça c'est l'exosome, l'ozone. Il y a les naturopathes qui injectent de l'ozone aussi dans les articulations. Ah oui. Non, mais ça a quand même des effets positifs. Ça joue sur les radicaux libres, etc., les chambres hyperbares, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont faites de façon parallèle. Je dis pas que c'est mauvais, mais quand j'ai une molécule qui marche, je sais c'est quoi les bienfaits, ben pourquoi pas. C'est sûr que il y a aussi le Sportvis que les gens aiment utiliser parce que le downtime il est moins long que le PRP. Le downtime, c'est-à-dire c'est le temps où vous n'êtes pas en activité, le temps de récupération. Il n'y a pas autant de restrictions. Souvent, ça va être plus chez les athlètes en saison, on peut favoriser le Sportvis, puis après, quand il y a une pause, on y va avec le PRP. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de diminuer l'inflammation, de stimuler la régénérescence, mais plutôt superficielle des fibres de collagène avec la molécule active qui est le STABA, mais l'injection est aussi importante que la molécule. Donc, c'est comment on l'injecte. Il faut jamais l'injecter dans le tendon, il faut l'injecter dans le plan du fascia. Donc, il y a aussi un certain art à l'injection qui est important. Comment injecter, la façon d'injecter, quand fenestrer, pas fenestrer pour le PRP. Mais pour le Sportvis, j'aime beaucoup pour les patients qui peuvent pas se mettre dans une attelle pendant 2 semaines ou 3 semaines et qui ont besoin d'un résultat rapide qui peut marcher. Mais qui n'est pas nécessairement de long terme. Vous le faites surtout quoi pour les tendinites du cou, les épicondylites, le tennis elbow? Il y a beaucoup de off-label usage qui se fait parce que c'est une molécule qui est biocompatible avec les tissus mous. Donc, ça plaît à l'esprit que tu peux l'injecter n'importe où il y a des tissus mous, où il y a un problème, où il y a un tendon, et il y a des tissus mous à côté qui vont pouvoir garder cette molécule proche. Mais c'est encore du off-label parce que ça n'a pas été étudié. Donc, je vois beaucoup de gens le faire. Moi, personnellement, je n'aime pas le faire, mais ça plaît à l'esprit. De temps en temps, je vais l'utiliser dans d'autres endroits, mais c'est vraiment du cas par cas. Par contre, je vais souvent utiliser PRP après Sportvis pour les coudes, quand le coude il est réfractaire ou le patient n'est pas très compliant. Il a fait des choses trop vite, il a levé des charges trop vite. Donc là, je vais lui mettre le Sportvis après le PRP et pas l'inverse. Ouais. OK. Fait que oui, pour les gens, le Sportvis, c'est un acide hyaluronique, mais pour les tissus mous. Exact. Puis souvent, c'est 2 injections dépendant où est-ce qu'on le fait. Des fois, c'est juste pour la quantité. Coude, souvent, ça va être à 1 semaine d'intervalle. Mais si c'est une bursite du grand trochanteur, souvent, je vais mettre les 2 en même temps. Là. Fait que ça dépend.
Puis, justement, je voulais qu'on parle des hydrogels parce que c'est quelque chose qui s'en vient, qui commence à se parler, qui est comme un peu un implant, si on veut, au niveau du genou. Je pense que c'est juste au niveau du genou. Hein. Ça a été utilisé dans d'autres articulations, mais surtout dans le genou. Alors, imagine une molécule qu'on injecte et qu'on te dit pendant 4 ans, tu n'as pas de douleur. C'est ça ce que les études montrent. C'est complètement fou de croire ça. J'ai besoin de le faire pour y croire, mais parce que ça va révolutionner tout, selon moi, au niveau des thérapies des genoux et des personnes qui ont besoin de se faire remplacer les genoux plus rapidement. Donc, les hydrogels, bon, il y a une qui s'appelle arthrosémide. On parle de entre 3 à 4 000 $ l'injection, mais c'est 3 à 4 ans sans douleur. Là, on parle de patients qui sont même rendus à des grades 3 à 4. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une molécule qui va se combiner et va s'incorporer dans la synoviale du genou et va changer la biochimie de la synoviale, va empêcher la synoviale à sécréter tout ce qui est cytokine négative, donc inflammatoire. Donc, c'est comme un modulateur de la synoviale. Et d'ailleurs, on commence à penser à voir si ça peut marcher pour des maladies auto-immunes, parce que si ça va changer un peu la façon que la synoviale se comporte, la destruction des articulations pour l'arthrite rhumatoïde, par exemple, en jeune âge, si on injecte de l'arthrosamide, est-ce que ces sécrétions inflammatoires à l'intérieur du genou qui détruisent l'articulation, est-ce qu'ils vont être complètement changés parce que cette synoviale a changé complètement de caractéristiques ou pas de caractéristiques, mais plutôt de propriétés de sécrétion. Donc, c'est une molécule vraiment on peut en parler longtemps là, elle est complexe comme molécule, mais elle s'intègre dans ta synoviale. Il n'y a pas assez de rétrospective pour voir qu'est-ce que ça peut causer. Ça a aussi un effet biomécanique parce que ça vient stabiliser tout ce qui est capsulaire autour. Donc, ça vient garder un peu le genou, un genou qui est beaucoup moins mobile, qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, pas sous tension, mais plutôt, ça vient renforcer la capsule du genou. Mais c'est encore une question, c'est que ça change la biochimie du genou complètement. Tu n'as plus de cytokine inflammatoire et parce que ça s'intègre dans la synoviale et ça fait partie de la synoviale, ça continue à agir et à sécréter ces molécules non, pas pro-inflammatoires, mais plutôt anti-inflammatoires pour une plus longue durée de temps, qu'on parle de 3 à 4 ans. Mais comment ça s'intègre? Dans le fond, c'est la même chose. Hein? C'est un gel qu'on injecte avec une aiguille avec l'écho. C'est un hydrogel et c'est juste la capacité à cette molécule de créer des nouveaux liens dans la membrane, de s'intégrer carrément dans l'architecture extracellulaire de la membrane synoviale. OK, fait que ça s'intègre dans la membrane. Dans la membrane. Puis dans le liquide, non? Après, ça amène à la sécrétion de liquide qui n'est pas inflammatoire. Ça empêche la sécrétion inflammatoire et ça promouvoit la sécrétion ça change la biochimie du genou en tant que tel. Ça veut dire que ces patients comme ça, si tu vois leur genou 2 ans plus tard, ils n'ont plus une goutte de liquide dans le genou. L'inflammation qui est l'arthrose, qui va sécréter ce liquide en quantité abondante, il l'aura plus. Et d'ailleurs, ça, c'est une façon aussi que je mesure si mes traitements marchent ou pas. Le patient arrive la première journée, je lui ai enlevé 40 cc. Là, je lui ai fait son PRP, ses viscosuppléments. Il arrive à son 3e mois, je fais l'écho, puis j'ai 0 liquide. Je sais que ça a marché. Mais l'hydrogène, c'est révolutionnaire. C'est pas encore au Québec, c'est à Toronto. C'est quelque chose qui a été développé en Europe. Il y a une compagnie ici au Canada qui le distribue. J'essaie d'avoir la main dessus, mais encore, c'est 3 à 4 000 $. C'est pas pour tout le monde. Et encore, les études sont bonnes, sont excellentes, mais je pense que les comparatifs, les méta-analyses ne sont pas assez robustes encore. Mais les résultats qu'on voit à date sont incroyables. Puis qu'est-ce qui fait que ça dure aussi longtemps, que ça s'intègre dans... C'est ça, c'est le fait que ça s'intègre. Une plaquette, ça se dégénère.
c'est une molécule qui arrive c'est un hydrogel, donc c'est hydrosoluble, et ça vient, c'est capable de faire des liens à l'intérieur de la synoviale, dans la matrice, pour rester prise à l'intérieur, pour pas que ça se dégénère, pour pas que ce soit dégénéré, pour que ça reste plus longtemps, quoi. Puis les gens commencent à apprendre, on commence à apprendre. L'hydrogel, ça fait longtemps que c'est là, longtemps, c'est pas 10 ans là, mais les propriétés, les différents types d'hydrogel qui sont disponibles, de plus en plus, on commence à comprendre leur mécanisme d'action. Au début, c'était un peu nébuleux, mais là, on voit carrément, lorsqu'on fait des coupes histologiques, comment ça s'incorpore dans la synoviale. Ça crée des liens que d'autres molécules ne seraient pas capables de créer des liens avec avec notre propre couverture avec notre synoviale. C'est-tu un peu similaire au scaffold, comme un des C'est un scaffold. C'est un type de scaffold. C'est un scaffold. Ouais. Okay. C'est quoi le terme en français? Échafaudage, mais ouais. C'est comme ça. Ça s'intègre. Ça s'intègre. Ça s'intègre. Ça s'intègre et ça part pas. Donc, puis les effets, on parle de 3-4 ans là. Ouais, c'est ça qui est prometteur puis qui est intéressant. Puis en fait, ça, j'imagine, va aussi ralentir la progression parce qu'on n'est pas inflammatoire. Fait exact. C'est un peu le même principe que le PRP. D'une certaine façon, oui, parce que ça vient changer, mais d'une autre façon. Non, ouais, c'est ça. OK, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Il va falloir du temps, en fait, pour avoir du recul puis voir finalement comment ça va. Déjà, c'est assez comment je pourrais dire ça? C'est assez répandu, mais c'est pas facile d'accès pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Mais je parle avec tes patients, tu vas vraiment le voir concrètement, qu'est-ce que ça fait. Oui, puis les chirurgiens ne seront pas contents, c'est sûr. Parce que... mais ils vont être contents pour les patients. Ouais, ça dépend. Mais pour leur travail. non, mais ça veut dire que oui, mais il reste encore beaucoup de gens à convertir. Disons que le PRP, je te dis, on n'est même pas encore rendu à convertir tout le monde. Alors, les hydrogels, on est encore très loin. Très loin. Ouais. Puis quand on a parlé un petit peu au début, mais j'aimerais ça y revenir pour les cellules souches parce que c'est vraiment quelque chose quand même qui, tu sais, beaucoup de podcasts sur le sujet, surtout aux États-Unis. Puis je pense que c'est mal compris par la grande majorité des gens quand on parle de cellules souches. Surtout comme vous l'avez dit, la plupart du temps, quand on parle de cellules souches en musculosquelettique, c'est des cellules souches qui sont mésenchymateuses, qu'on prend soit au niveau du gras ou au niveau de la moelle osseuse. Ça n'a pas les mêmes effets. Puis au final, ce qu'on a vu dans les études, c'est que la concentration est tellement faible. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment des effets? Il y a des effets anti-inflammatoires. Oui. Ça, c'est sûr. Aussi, il y a des effets aussi qui vont changer la biochimie du genou, comme le PRP, dans le sens que ça va promouvoir les cytokines, ça va diminuer tout ce qui est destructeur au niveau du genou. Par contre, c'est la concentration qui est le problème. Ouais, c'est ça. La concentration est tellement faible qu'on ne peut pas se permettre de dire oui, ça va avoir un effet. Au Canada, on n'a même pas le droit de le faire, donc... Mais vous l'avez fait dans le passé. Ça a été accepté pendant combien d'années au Canada? Bone marrow aspirate, je pense qu'ils ont arrêté il y a 6-7 ans, je pense. Si je me Pour quelle raison, justement? À cause qu'il y avait... C'était quoi les C'est sur Santé Canada. Il y avait des infections où c'était mal utilisé aussi. Au niveau des cellules, c'est encore permis dans la recherche. On a le droit de le faire en recherche. Mais je te dirais que maintenant, en 2025, lorsqu'on voit la concentration des cellules souches et le nombre de cellules souches qui restent dans le genou ou dans l'articulation après l'injection, on parle de même pas 1 à 2% de ce qu'on a injecté, c'est des cellules souches. Donc, l'effet, oui, il est là, anti-inflammatoire, mais l'effet long terme, je peux pas le dire. Et c'est pas non plus cette molécule qui peut régénérer. C'est pas une cellule pluripotentielle qui peut régénérer n'importe quel type de tissu. Alors, les gens ont cette conception que j'injecte des cellules souches, je vais régénérer du cartilage. Non, les cellules mésenchymateuses, ça régénère pas. Et même là, les cellules pluripotentielles qui sont dans les cordons ombilicales, etc., la concentration aussi est très, très faible. Donc, il y a les dernières études qui ont montré, ils disent qu'on ne peut pas recommander
des injections intra-articulaires de cellules souches en disant qu'ils sont supérieurs au PRP. Et quand on a une différence de prix de 10 fois, 10 000 versus 1000, tu peux avoir 10 PRP au lieu d'une stem cells injection. Moi, j'aurais pris 10 injections de PRP. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, le mécanisme d'action aussi, il est un peu plus complexe parce qu'il doit être activé. Alors, il y a des monocytes qui doivent manger la cellule mésenchymateuse, la cellule souche pour l'activer. Et après, il y a des effets qui sont trophiques. Il y a des effets qui sont anti-inflammatoires. Il y a différentes façons. Et qu'est-ce qui est beau du PRP, c'est que le PRP est capable d'activer nos cellules souches mésenchymateuses dans nos tendons. Parce qu'ils sont pourtour les cellules mésenchymateuses sont pourtour des capillaires, sur les péricytes, je sais pas comment dire en français, péricytes, je sais pas. C'est là-bas où sont les cellules mésenchymateuses naturelles. Donc, notre PRP est capable d'activer ces cellules-là en faisant une phagocytose de ces cellules souches. Et ensuite, quand ils font la phagocytose, il y a une sécrétion qui est faite de toutes ces molécules. Donc, il y a une façon on appelle ça la potentialisation. Le PRP a un effet de potentialisation parce que non seulement est-ce qu'il a son mécanisme, mais il engendre d'autres molécules avoisinantes dont les cellules souches à aussi s'activer. Donc, on active en faisant le PRP aussi les cellules souches d'une certaine façon. Mais si on avait une quantité suffisante, là, disons qu'on aurait 50%, c'est beaucoup, là, mais disons qu'on aurait vraiment une grosse quantité de cellules souches mésenchymateuses, on a de la misère avec ce mot-là, est-ce que ça serait, dans ce cas-là, avantageux? C'est-tu juste le fait qu'on a vraiment une quantité trop faible? On est incapable de concentrer les produits qui sont en place en ce moment, commerciaux, pour aller chercher et pour faire ce type d'injection, sont incapables de concentrer. Mm-hmm. Donc, oui, c'est sûr que... Mais après, on ne sait pas how much is too much. Yes. Alors, on sait qu'en haut de 18 milliards de plaquettes, c'est trop. Ça va avoir un effet contraire à ce qu'on veut. Donc, tout ça pour dire que les cellules souches, oui, c'est bien, d'une certaine façon, de penser que ça peut aider au niveau de l'inflammation, mais oublier que ça va régénérer du tissu, oublier que ça va être la solution à tous nos problèmes. Au contraire, c'est moins performant même que le PRP. OK. Fait que si vous, c'était à revenir au Canada, est-ce que vous le réintégreriez? Non. Non. Les cellules mésenchymateuses, non. Il y a des nouvelles cellules qui s'appellent les Muse cells. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir en ce moment. C'est de keep up, de rester à date, surtout. C'est quand même assez fou, mais je te dirais que... C'est quoi les Muse cells? Les Muse cells, c'est des cellules qui sont considérées pluripotentielles, OK? Qui sont réinjectés et qui sont permis dans certains États aux États-Unis de le faire. Ils ont les mêmes caractéristiques que les cellules souches, mais ils ont une caractéristique de cellules pluripotentielles. Donc, ils peuvent régénérer du tissu. Mais ils viennent d'où? La même chose. C'est une façon de comment ils les concentrent au niveau des tissus graisseux. C'est la façon. Ils l'isolent d'une partie du corps. C'est une autre façon d'isoler. Et comme je vous dis, ça vient de sortir. Il n'y a pas beaucoup d'études. J'ai vu quelques-uns en parler. Ceux qui sont très des gourous, là, qui font beaucoup de médecine un peu alternative, régénérative et tout, qui font même des injections de VEGF, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, dans le sang pour... Okay. En tout cas, c'est fly. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, je ne lis pas trop dessus parce que j'y crois pas. Puis aussi, les cellules souches au Canada, on ne peut pas en faire, donc j'en lis moins. Mm-hmm. Puis les cellules pluripotentielles, ces Muse cells, encore, c'est une question de concentration. Donc, combien est-ce qu'ils vont être capables de concentrer? Et ça a un meilleur effet parce qu'ils ont ce potentiel de régénérer du tissu. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a juste 3 États qui le permettent aux États-Unis pour l'instant. Mm-hmm. Puis, il y avait aussi les cellules pluripotentes induites, là, que je lisais un petit peu, mais ce que ça disait, c'est que
Mais il y a aussi des risques parce que si on est une cellule pluripotente, c'est qu'on va prendre une cellule, disons, de la peau, on va la ramener à l'état pluripotente, puis ensuite de ça, l'injecter pour qu'elle devienne du cartilage. Mais il disait qu'on n'a pas de contrôle dessus, fait que si elle se met à se multiplier dans le genou, puis finalement, on crée un cancer, c'est pas mieux. Fait que c'est pour ça, pour que les gens comprennent pourquoi il n'y a pas, des fois, on devrait faire ça, mais il y a aussi des limites, des choses qui est pas sécuritaire de le faire. C'est pour ça que tout ce qui est biologique est mieux. Donc, tout ce qui vient du sang, là, il n'y a pas de danger. théoriquement, il n'y a pas de danger, à moins qu'il y a les choses qu'on a parlé avant, les limitations. Déjà un cancer, mais... Y a-tu d'autres... je pense qu'on a fait pas mal le tour en thérapie régénératrice. Il y a la prolothérapie, il y a plein de choses. Il y a la fenestration, on peut parler pendant des heures. Disons que le PRP, j'utilise beaucoup la fenestration avant, parce que dans tous les cas, je vais les isoler, donc je vais augmenter l'inflammation. Donc, je fenestre tout le temps quand je fais du PRP. Les gens, ils savent pas c'est quoi ça. Alors, fenestrer, c'est rentrer avec une aiguille à plusieurs reprises dans un tendon pour créer de l'inflammation. Donc, c'est des micro-traumatismes. Donc, c'est un peu paradoxal. Les gens disent, pourquoi tu vas venir faire des trous dans mon tendon s'il est déjà troué? Ben là, c'est parce qu'on veut augmenter l'inflammation, on veut régénérer le tissu. Donc, ça, la fenestration, c'est rentrer et sortir avec une aiguille rapidement plusieurs fois. La prolothérapie, c'est un mélange, c'est juste pour causer de l'inflammation. C'est un mélange de dextrose avec de l'eau pour causer de l'inflammation. Les Européens, ils aiment beaucoup ça coûte pas cher, mais encore, c'est des patients doivent revenir plusieurs fois, c'est pas juste un traitement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais ça, je pense qu'on a couvert comme la majorité des choses. Puis ici, on revient un petit peu à la viscosuppléance. On a parlé de Sparvis qui est pour les tissus mous. Les autres, il y en a plusieurs compagnies qui s'obstinent, qui sont les meilleures. C'est relativement tous des hauts poids moléculaires. On en a un qui est très haut poids moléculaire. De mon expérience, ils ont l'air à fonctionner un petit peu tous le même temps. On l'utilise surtout en arthrose. Vous, y a-t-il des indications? Y en a-t-il autre chose qu'on n'a pas parlé? Vous l'avez dit au début, il y a certaines études que je disais, peut-être que ça prévient parce qu'on prévient dans le fond, ça ralentit le processus. Vous disiez que non. Ça ralentit le processus dans le sens que tu diminues l'inflammation. Tu diminues l'impact. Vu que tu as mis un coussin, tu as diminué la friction. La lubrification est meilleure, donc ça peut ralentir. Mais encore, c'est quelque chose qui ne va pas changer la biochimie à l'intérieur. Ça va aider au niveau biomécanique. Donc, c'est pour ça que j'aime combiner la biochimie avec la biomécanique pour avoir les meilleurs résultats possibles. Fait que y a-t-il des indications, ce que vous utilisez d'emblée, la viscosuppléance? Non, je dirais c'est aussi une question des patients qui ne veulent pas dépenser de temps. Quand ils ne veulent pas dépenser, on va dire, pour du PRP. Oui, c'est ça. Vu que maintenant aussi, au Québec, il faut comprendre que c'est couvert par les assurances, alors que le PRP, dans la majorité des cas, il n'est pas couvert. Exactement. Des fois, ça fait une grosse différence dans la décision des patients. Là. C'est sûr. Et aussi, c'est que certains viscosuppléants vont avoir des réactions paradoxales aussi. Il y a des patients qui réagissent moins bien. Ils vont avoir des on dit ça des pseudo-arthrites. Donc, quand on les injecte, ils vont avoir mal au début, puis après, ça rentre dans l'ordre. Donc, il y en a beaucoup qui combinent les viscosuppléants avec de la cortisone. Donc, c'est d'où le Cingal. Mais il y en a d'autres qui le font aussi pour prévenir cette pseudo-réaction. Mais après, tu viens comme éliminer d'une certaine façon l'inflammation, mais en même temps, tu améliores la biomécanique. Mais après, on sait que ce que la cortisone fait au niveau du cartilage, au niveau du reste de la biochimie à l'intérieur du genou, donc c'est un peu paradoxal. Donc le Cingal, je comprends, mais c'est pour ça que le Cingal, il le répète très rapidement, il est très visqueux, mais l'effet anti-inflammatoire est très léger, c'est juste pour contrecarrer l'effet potentiellement pseudo-arthritique que peut causer, ou pseudo-septique que peut causer le viscosupplément. C'est sûr que les hauts poids moléculaires, les bas poids moléculaires, ça existe presque plus, mais les hauts poids moléculaires, ça plaît à l'esprit d'être un coussin rigide, un rigide mamou. Je sais pas si tu as déjà vu de quoi ça a l'air quand tu frappes un acide hyaluronique, si tu le touches doucement, ton doigt il s'enfonce, mais si tu frappes fort, il n'y a rien qui bouge.
Donc, il y a une question Genre que tu d'élasticité. mets, genre, ton acide hyaluronique sur la table. Sur puis la table, oui. Ah, j'ai jamais fait ça. Ouais, mais il faut que ça soit dans un plus gros. Donc, il y a une question d'élasticité, mais il y a aussi une question de lorsqu'il y a une forte pression qui se fait, mais ça se condense pour protéger encore mieux. OK. Ça va pas venir s'évader, s'étendre. OK, ça, c'est important, ouais. Ouais, mais Cool. ça fait partie des propriétés viscoélastiques des acides hyaluroniques qui aident dans la biomécanique aussi. Et il y en a qui disent aussi que ça stimule la sécrétion spontanée des protéoglycans dans notre articulation. Ça aide nos propres cellules à sécréter leur propre acide hyaluronique. Mais il faut du cartilage pour le faire, parce que sans cartilage, tu peux pas l'activer. Donc, ça revient à dire, pour ceux qui ont de l'arthrose sévère os à os, on n'a pas vraiment d'option à part la cortisone le temps qui... Cortisone, en attendant. Puis on a parlé de l'hydrogel potentiellement. L'hydrogel, ceux qui veulent vraiment pas faire la chirurgie pourraient tenter, mais c'est quand même coûteux. PRP, je vois pas le bénéfice, moi, d'injecter du PRP quand c'est de l'os sur l'os. Ça n'a aucun point, il n'y a aucune contre-protection. OK. Puis, si on change un petit peu ce que j'avais envie de te demander, parce que tu es radiologiste, c'est particulier parce que dans le musculo-squelettique, je pense que c'est une des seules choses que un peu chaque spécialiste peut faire. Tu sais, il y a les orthopédistes, des fois, qui vont faire. Il y a les médecins du sport, les radiologistes. Donc, on a chacun un peu notre approche. Fait que qu'est-ce que tu trouves que toi, comme radiologiste, c'est un plus, l'avantage de... Le seul avantage que je dirais, c'est que c'est comprendre les images. Donc, vraiment bien. Oui, donc j'ai la formation de lire une résonance magnétique parfaitement, savoir exactement où se trouve le problème, la déchirure, savoir ce que l'orthopédiste veut que je dise dans mon rapport de radiologie pour préparer bien sa chirurgie, parler des choses, des variantes anatomiques qui sont importantes pour un chirurgien orthopédique quand il opère par rapport à une déchirure du ménisque versus s'il y a une plica synoviale qui est présente pour l'enlever parce que sinon les douleurs vont... il y aura une récurrence de douleur plus rapidement. Donc juste ce côté d'imagerie, c'est mon plus. Le côté négatif que j'ai pas, c'est que je suis pas comme un orthopédiste dans le sens que je peux rentrer dans le genou et vérifier ce que j'ai dit. Il faut que j'ai un feedback de lui. Et aussi, parce que je fais de la radiologie, ben, je vois aussi beaucoup d'autres choses. Donc, quand tu images un genou, par exemple, et le patient, c'est une tumeur, ben, je vais savoir que c'est une tumeur à cellules géantes. Alors, c'est là où il y a beaucoup de mes collègues, physiatres et autres, qui m'appellent au téléphone et me disent « c'est quoi ça ?» Parce que c'est pas un tendon déchiré, c'est pas une tendinite, c'est pas... et là, tout d'un coup, je dis, ben, OK, ça, c'est un schwannome, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Donc là, c'est là où ça aide d'avoir quelqu'un à appeler. Mais je trouve que c'est une belle spécialité que tout le monde... que tous les gens qui ont l'expertise de le faire peuvent grandir et apprendre parce que ça fait que évoluer et je pense que ça va continuer à évoluer encore plus plus on avance. On a fait des pas de géant dans les 10 dernières années en médecine régénérative. Je peux même pas imaginer ce qui va arriver dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, le PRP, ça sera, il y aura quelque chose qui va le remplacer. On verra. Oui, ça évolue vite. Très vite, ouais. Je voulais te poser quelques questions justement plus spécifiques justement dans ta pratique pour certaines conditions parce que, disons qu'on prend la capsulite, par exemple, chaque spécialiste que je vais demander vont avoir un peu leur protocole qui est différent. Puis quand on regarde dans les études, c'est un petit peu difficile de se dire, OK, ben vers quoi que je vais? Parce qu'il y en a qui vont dire, ben, par exemple, il faut faire un arthrodistension, donc d'aller injecter le liquide. Je pense que vous, c'est juste à temps que la capsule perce. Il y en a qui vont dire, non, il faut juste mettre un petit 5-10 cc. Donc, il y a différentes approches. Puis c'est quoi la vôtre? Une capsulite, c'est quand on a l'épaule gelée, vraiment une diminution des amplitudes de l'épaule. Là. Donc, la capsule, ça arrive souvent chez les femmes, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais c'est toujours des femmes. C'est en haut de 45 ans, donc il y a un lien avec la ménopause et la diminution de sécrétion de progestérone et estrogène sur la capsule qui finit par se contracter si elle a un manque de stimulation hormonale. Et là, les femmes se développent c'est ce qu'on appelle « j'arrive pas à fermer ma brassière » ou « j'arrive pas à lever mon bras en haut ». Donc, ils n'arrivent pas à mettre leur bras en arrière ou lever vers le haut. Donc, c'est un diagnostic très facile à faire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut juste distendre la capsule. Et la meilleure façon de distendre la capsule, c'est avec de l'eau.
par une approche postérieure. Et si tu distends un peu la capsule avec 5 cc, tu n'as rien fait. L'affaire, c'est que tu dois casser les adhérences qui sont présentes et tu dois faire une hydrodistension pour voir la capsule gonfler. D'ailleurs, tu peux une épaule peut recevoir jusqu'à 10 à 15 cc de liquide sans qu'il y ait de pression négative qui se crée, donc le liquide veut ressortir. Donc quand tu injectes ton liquide et tu injectes 10 cc et tu en as 8 qui ressort, c'est que tu as une grosse pression dans l'articulation. Donc quand tu injectes, c'est très douloureux. Les patients sentent parce que tu es en train d'étirer, tu es en train de déchirer les adhérences et des fois tu vois à l'échographie la distension et tout d'un coup ça lâche. Et quand ça lâche, les patients, ils ont un soulagement qui se fait. C'est pas nécessairement péter la capsule, pour le dire, mais c'est l'étirer au maximum. Et si on finit par la déchirer un peu, c'est pas grave parce qu'à 45 ans, ce qui est important pour la stabilité de l'épaule n'est plus le labrum ou la capsule, c'est la coiffe des rotateurs. Donc, c'est de distendre et après mettre un peu de cortisone. Pourquoi? C'est parce qu'il y a, dans une capsulite, il y a une composante inflammatoire et ce qui est le plus important, c'est qu'en dedans de 6 heures, aller faire de la physiothérapie. Oui. Pourquoi? Parce que l'anesthésiant local et le liquide n'est pas encore réabsorbé. Donc, il est encore distendu dans la capsule. Le patient a moins mal lorsqu'on est en train de tirer. Et en faisant les étirements capsulo-ligamentaires en physiothérapie, on améliore la mobilité de plus de 50 à 75% en 24 heures. Donc, les patients qui font juste des arthrodistensives et aller rentrer à la maison, ça va revenir, c'est sûr. Et une fois que tu fais une arthrodistensive, c'est sûr que tu vas en faire une autre si tu t'étires pas. D'ailleurs, les gynécologues de plus en plus prescrivent une hormonothérapie de très basse dose pour les patients qui font des capsulites à répétition parce qu'ils voient que c'est une des complications de la ménopause. Ou la périménopause. Fait que quand on a dit, vous dites ça brise pas mais ça déchire quand même. Ça vient étirer, déchirer, gonfler les adhérences et ça peut micro-déchirer la capsule, okay. Oui. Mais c'est pas une grosse déchirure, c'est non, pas... Non. OK, ça vient juste... Non. Si vous voyez comment ils le font en chirurgie. En chirurgie, quand c'est des capsules réfractaires, ils les endorment, puis après on entend cric, cric. Et vraiment, il craque tout, puis il défait toutes les adhérences. J'avais même parlé à une orthopédiste qui, elle, son opinion, c'était qu'il faut déchirer la capsule quand vous faites une arthrodistensive. Okay. Donc, chacun ça. Ouais. Il y en a qui disent non, il faut garder l'intégrité de la capsule pour la stabilité. Il y en a qui disent non, parce que c'est la coiffe des rotateurs qui s'occupe de la stabilité de l'épaule après 45 ans. Donc, mais vous le refaites à 1 mois, puis à 2 mois? Non. Vous le faites juste une fois? Moi, généralement, mon protocole, c'est une fois, puis c'est fini. OK. Mais il faut qu'il y ait absolument la physio après. Oui. J'ai 25% des patients qui reviennent, qui ont besoin d'une deuxième et des fois même une troisième. Mais 70% avec une, c'est assez. Sauf qu'il faut qu'ils continuent les étirements, même quand ça va mieux. Parce que sinon, ça va récidiver. Puis, ensuite de ça, pour le kiss de Baker, c'est une autre question que j'ai. Qui me disent, puis j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, mon orthopédiste ou peu importe, mon spécialiste veut pas me le drainer, mais des fois, c'est sous tension puis ça les empêche de marcher. Moi, j'ai tendance à l'essayer, surtout, les patients, ils savent que ça peut revenir, mais pourquoi pas les soulager le temps que ça revienne pas? Fait que je sais pas, c'est quoi ton approche? C'est que le kiss de Baker, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'arthrose qui amène le kiss de Baker. Ouais. Et des fois, il y en a qui se trompent. Ils pensent que c'est un kiss de Baker, puis c'est un gros kiss ganglionnaire. Donc, il faut savoir où se trouve le kiss de Baker échographiquement parlant. C'est toujours entre ton semi-membraneux et ton gastrocnéa en interne. Donc, ça passe, c'est le récessus poplité qui passe juste entre les deux. Et si c'est pas entre ces deux structures, c'est pas un kyste de Baker. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, mettez toujours du Doppler. Il faut toujours mettre du Doppler quand tu fais un kiss de Baker parce que j'ai vu des patients, malheureusement, qui ont été ponctionnés dans des anévrismes poplités. Donc, toujours mettre du Doppler dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, dès qu'on voit une structure qui est moindrement peut être vasculaire, mais c'est très rare. Numéro 3, je ne touche pas un kiss de Baker qui n'est pas symptomatique. S'il n'est pas symptomatique, on le laisse tranquille.
Un kyste de Baker qui rompt, ça va juste causer de la douleur. Ça va causer aussi une diminution de la mobilité du patient. Donc, ça peut prédisposer le patient à faire des thrombophlébites parce qu'il va moins bouger sa jambe parce qu'il a mal. Donc, on ne veut pas arriver jusqu'au stade où ça va rupturer. Donc, quand c'est symptomatique, ce que je fais, c'est que je traite en intra-articulaire et je traite le kyste de Baker. Donc, je vais d'abord fenestrer la poche du kyste de Baker. Je vais d'abord bien geler. Je vais faire plusieurs fenestrations avec une aiguille 18 pour s'assurer que si ça va revenir, ça va pas se réaccumuler. Mais surtout, je crée une genre de cicatrice dans cette couche, si tu veux, potentielle synoviale autour en arrière pour que l'accumulation de liquide ne se fait pas de façon plus rapide. C'est comme si tu mettais du PRP dans les... D'ailleurs, il y a des études qui ont montré de traiter des kystes de Baker récidivants avec du PRP, mais avec plus de globules rouges que d'habitude pour créer une espèce de sclérothérapie, si tu veux, du kyste de Baker. Au niveau du kyste ou en intra-articulaire? Au niveau du kyste. Okay. En intra-articulaire, je vide, je mets de la cortisone ou je change la biochimie, je mets du PRP pour s'assurer qu'il y a moins de liquide synovial qui se forme. S'il y a moins de liquide synovial qui se forme, il n'y a plus de kyste de Baker qui se forme. Kyste de Baker, cet espace liquide, c'est un endroit qui s'accumule, mais c'est a one-way street, c'est une voie. Donc, le liquide ne peut pas revenir dans le genou. Une fois que ça rentre dans le kyste de Baker, ça reste là-dedans, puis ça peut que grossir. Donc, si tu changes la biochimie du genou, c'est sûr que tu n'auras plus de liquide qui va se former dans le kyste de Baker. Et tu as guéri le problème. Maintenant, si tu fais que ponctionner des kystes de Baker, ils vont revenir. Oui, c'est ça. Mais disons que le patient, c'est juste, ça m'est arrivé la semaine passée, il avait eu son traitement de PRP, malgré un kyste de Baker où j'ai retiré 170 cc, puis qui était très symptomatique. L'orthopédiste ne voulait pas toucher au kyste de Baker. Il est allé faire un PRP. Mais est-ce qu'on aurait été mieux de traiter les deux en même temps? Oui, s'il est symptomatique, il faut le traiter parce qu'il risque de rupturer, puis ça cause aussi une certaine morbidité. Mais traiter juste le kyste de Baker sans traiter la cause primaire, ça marche pas non plus. Ben là, après, tu vas juste revenir. Oui, c'est ça. OK. Puis, sinon, je pense, c'était les deux conditions. Y a-t-il des conditions, qui vous reviennent souvent ou que vous avez une approche, vous voulez qu'on mentionne? Vous avez parlé au début de l'arthrite. Oui, il y en a toutes. Ouais. Mais vous aviez parlé de l'arthrite aussi. Je pense au début, vous disiez que vous utilisez le PRP dans les gens qui ont, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde ou... Pas nécessairement, mais c'est des patients que ça peut changer la biochimie au niveau de l'articulation et ça peut aider. J'ai traité des patients avec de l'arthrite rhumatoïde, des patients avec des arthrites microcristallines, etc. Parce que tu changes la biochimie à l'intérieur de l'articulation, de la synoviale. Donc, tu diminues les cytokines inflammatoires. Donc, ça plaît à l'esprit. Mm-hmm. Et surtout mais là, c'est vraiment, tu dois injecter que des plaquettes pures. Si tu ne veux pas injecter des leucocytes à l'intérieur d'une articulation, tu vas juste engendrer plus d'inflammation. Mm-hmm. Donc, ça doit être des plaquettes pures. OK. Puis si on parle un peu de prévention, justement, que les gens ils comprennent, c'est quoi pour vous les choses les plus importantes pour prévenir l'arthrose? Numéro 1, c'est une bonne hygiène de vie. Le poids, ça joue beaucoup sur les articulations. Numéro 2, l'activité physique. Avoir un bon support musculaire autour des articulations vient amener une certaine stabilité qui va empêcher la progression d'arthrose. Je dirais de faire attention d'aller sous le couteau trop jeune, trop rapidement. Les patients qui ont eu des mini-sectomies très jeunes, ils ont de l'arthrose très précoce. Donc ça, c'est faire aussi attention des fois, il faut pas être trop agressif quand on est jeune. C'est sûr que si on a un flexum, ça veut dire un genou qui est bloqué parce qu'il y a un ménisque qui a basculé, qui bloque, c'est sûr qu'il faut le traiter. Mais je dirais la prévention, c'est une bonne hygiène de vie, le poids, l'activité physique, l'hydratation. Les gens réalisent pas à quel point
l'hydratation est importante pour nos cartilages, nos disques intervertébraux. On a besoin de boire beaucoup pour garder toutes ces structures qui dépendent d'eau pour rester en santé. Donc, ouais. Même le tabac peut nuire aussi. C'est sûr que tout ce qui est tabac, alcool, tout ce qui est pas bon, on prend en modération. C'est sûr que boire trop d'eau aussi, ça devient une pathologie. Oui. Donc, on dit tout en modération, c'est correct, mais c'est sûr que l'alcool, le tabac, ça a des effets nocifs aussi pour tout ce qui est réparateur au niveau de notre système. Parce qu'on est capable de régénérer certaines choses nous-mêmes. On ne le réalise pas. Ça arrive à chaque minute dans notre corps. Mais il y a certaines régions qu'on disait qui ne sont pas capables d'avoir des vaisseaux qui arrivent vers eux. Donc nous, on doit amener les vaisseaux vers eux en mettant des plaquettes à cette région. Ouais. Pour favoriser la guérison. Vos lavages calciques, vous disiez, est-ce que vous m'aviez dit que vous en faisiez 3 ou quelque chose comme ça? Non. Non, pour les lavages calciques, tout d'abord, n'importe quelle calcification infracentimétrique on touche pas ou ça. En bas de 7 mm, on ne touche pas. Après, toutes les calcifications linéaires, ça ne sert à rien. Une calcification qui n'est pas symptomatique, ça ne sert à rien de la toucher. Par contre, des patients qui ont des calcifications qui sont symptomatiques, donc qui font des accrochages ou qui sont douloureuses ou qui sont en phase aiguë, parce que la calcification, elle a 4 stades. Je ne vais pas passer par les 4 stades, mais si on prend une durée de vie d'une calcification, elle dure 20 ans. Donc, au moment qu'elle se forme, du moment qu'elle se résorbe, elle va se résorber spontanément. Mais pendant ce temps-là, elle peut faire du dommage. Elle peut éroder de l'os, elle peut créer des bursites, des accrochages, etc. Donc non, dès que je vois une calcification, je la lave. Donc, même en aigu, quand notre patient arrive avec une douleur sévère? Oui. Tu fais ton lavage direct? Oui. Des fois, elle est en aigu parce que la calcification elle est en train de se résorber. Oui. Et c'est comme c'est comme gélatineux, là. Ça devient comme du dentifrice. Ça sort... mais là, c'est juste en train d'accélérer le processus de la... Et je leur mets un peu de cortisone dans la bourse pour soulager la douleur. Mais quand ils viennent et ils ont une grosse calcification, je l'ai fait chez tes patients, je vais faire 1, 2, et après je leur propose quelque chose. Je leur dis, OK, on peut laisser l'épaule comme telle. La calcification est à distance de l'articulation et à distance du cartilage, donc il n'y aura pas d'érosion osseuse. Elle devrait se résorber dans le temps. On se revoit au besoin. Quand elle est proche du cartilage, je leur dis, regardez, elle est proche du cartilage, il y a une chance qu'elle va éroder l'os, la capsule qui reste, parce qu'on enlève tout ce qui est au centre, la capsule reste. Ce que je peux faire, c'est je peux faire des fenestrations dans la capsule c'est comme un PRP sans injecter des plaquettes. Je vais fenestrer, vous mettre dans une attelle pendant 1 semaine pour créer de l'inflammation, pour résorber la calcification qui reste. Ou, ce qu'il y a des études qui ont montré, après 2-3 lavages et patient est encore symptomatique, là, je passe au PRP directement. Et avec le PRP, il y a une résorption complète. Parce que qu'est-ce qu'on oublie de dire que quand il y a l'inflammation, la première chose qui vient, c'est nos macrophages. Nos macrophages, ils viennent manger tout ce qui n'est pas normal. Du calcium, c'est pas normal. Donc, les macrophages vont manger tout le calcium et on va reconstruire nos fibres de collagène aux endroits où il y avait ces calcifications. Beaucoup de gens pensent que les calcifications sont dans le tendon. Ils ne sont pas dans le tendon, ils sont entre les fibres tendineuses. La calcification n'est jamais dans le tendon. Donc, mais ça, c'est une conception. Tu devrais dire que quand on fait le lavage, on crée un trou au niveau du tendon? C'est sûr qu'en pénétrant le tendon, pour arriver à la calcification, on a fait un trou. En enlevant le calcium. Une fois qu'on enlève le calcium, non, on ne fait pas un trou. C'est un espace entre les cellules, entre ton collagène. La calcification n'est jamais dans le collagène, elle est entre les fibres. Donc, les gens ils pensent, j'ai une calcification dans mon tendon. Oui, il se situe dans le tendon, mais il se situe entre les fibres de ce tendon. Puis pourquoi on n'irait pas alors directement avec le PRP si ça fonctionne? Parce que le PRP, il y a une certaine capacité, c'est 6 cc, mais si tu as une grosse de 2 cm, tu veux te donner les chances, tu veux d'abord enlever le maximum que tu peux et à la fin mettre le PRP pour venir se débarrasser de la capsule. Parce que la capsule, c'est le noyau de la calcification. Donc, tant que la capsule est là, il y a une chance que l'irritation va toujours être là. Est-ce que du calcium va se reformer tant que la capsule est là? Oui, théoriquement. Mais en faisant ces manipulations, on est en train de diminuer la durée de vie du calcium. On ne connaît pas c'est quoi le mécanisme qui fait en sorte que
du jour au lendemain, la calcification décide, oh, c'est bon, Ouais, c'est le c'est temps ça. de résorber. Mais on sait que la durée de vie est de 20 ans. Bon, on n'est pas là, on va pas suivre à chaque jour une calcification pendant 20 ans. Elle est douloureuse, on va la traiter. Mais si elle n'est pas symptomatique, on la laisse tranquille. Mhm. Puis c'est pour ça que vous faites un peu de fenestration, vous dites, pour que la capsule réduise la Tout le temps. Tout le temps. Lors de ma le dernier lavage. Parce qu'une fois que tu fenestres, Tu peux plus faire le lavage. quand tu vas faire le lavage, ben là, le liquide va aller dans les fibres tendineuses. Et là, c'est la catastrophe. Et je les rappelle toujours 6 semaines plus tard parce qu'il y a des risques de bursite chimique. Et tout le temps, à 6 semaines et passant, ils me disent « j'ai mal Et c'est là que je leur donne la cortisone dans la bourse. OK. Donc, c'est d'enlever, c'est ça. Si je résume, d'enlever le plus possible. Puis dans les cas où ça persiste, de mettre le PRP. Vous mettez jamais d'emblée le PRP après un lavage? C'est dans les cas où est-ce que ça continue à faire mal? Ouais, parce que des fois, ça se règle toute seule. Ouais. Puis parce que vous dites, ça fait mal aux patients, non? Quand ils sont immobilisés une semaine, là, que vous avez fait le lavage, les patients sont... J'immobilise pas après le lavage. J'immobilise seulement quand je fais de la fenestration. C'est ça, OK. Comme alternative au PRP. Ils me disent non, je peux pas faire le PRP, donc là, je leur fais une fenestration. Parce que quand on fait une fenestration, le problème, c'est qu'on est en train d'affaiblir le tendon. Donc, les patients qui partent en campagne le lendemain avec un tendon... on veut pas qu'ils forcent, là. Non, c'est ça, mais moi, je les immobilise parce que le danger est là le tendon, tu l'as affaibli, mais tu l'as affaibli pour créer une inflammation, pour amener une guérison. Alors, c'est un concept contraire au PRP où le tendon est déjà un peu solide, mais là, tu rajoutes du PRP pour venir nettoyer les calcifications et renforcer les fibres tendineuses. Okay. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a autre endroit que vous avez fait des lavages classiques que les épaules? L'épaule, les moyens fessiers, les lavages, des fois, je fais des lavages dans les triangles fibrocartilagineux. Des fois, il y a des calcifications, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Dans les insertions des... voyons. Non, pas rotulien. J'en ai fait une dans les ligaments collatéraux internes, ligaments collatéraux externes. Des fois, il y a des calcifications qui peuvent se former. Des fois, proches des anthèses, donc dans le fischeur carpi radialis, il peut y avoir des calcifications partout. Mais l'épaule, c'est 95% du temps, c'est là le plus symptomatique. Puis c'est génétique. Les gens ils disent, est-ce que je peux manger différemment? Ouais, c'est ça. Non, c'est génétique. Il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Ils peuvent pas vraiment le prévenir. Non. Il n'y a rien qui... Non. Sauf que, non, ils peuvent pas. Puis je leur dis, OK, anti-inflammateur, chaleur, pas de froid, parce qu'on veut garder l'inflammation après qu'on a fait le lavage, parce qu'on veut que ça continue à se résorber. Fait que pas d'anti-inflammatoire après? Non. Fait que donnez-vous un petit opiacé ou quelque chose? Non, même pas? Non, chaleur. OK. Bouger. OK. Ouais. Mais pas forcer, mais ils peuvent bouger. Ils peuvent forcer. Il n'y a pas de fenestration. OK. Ouais. OK. Ils peuvent bouger. Au contraire, c'est mieux qu'ils bougent. C'est bénéfique, oui. Ouais. Parce que sinon, ils vont se ramasser en capsulite, comme on a dit. OK. C'est intéressant de vous parler. On peut... ouais, il y a plein d'autres choses. Ou même ce qui venait, c'est le vaste. tendon d'Achille. On a parlé un peu de... Tu sais, on sait qu'on ne veut pas mettre de cortisone le moins possible pour le risque de rupture. Tendon d'Achille, c'est quoi votre approche, surtout? S'il y a une bursite rétrocalcanéenne, je la traite une fois. S'il y a une tendinite fusiforme, le shockwave marche très bien en physiothérapie. La prolothérapie, pour une raison que... Fonctionne bien, oui. J'aime bien la prolo pour les tendons d'Achille. Le PRP marche très bien, mais c'est parce que c'est tout ce qui suit le PRP. Donc la botte en place, la physio par après, les mouvements excentriques, pas de mise en charge. Même chose pour les moyens fessés, il part en béquille. Les protocoles sont très différents d'une personne à l'autre. J'ai des collègues à moi qui rient parce qu'ils disent « Ah, tu les mets en béquille », mais à la fin du compte, c'est ce que la science dit et ce que tu te sens à l'aise. Il y a beaucoup de différents protocoles. Mais tout le monde s'entend pour diminution des activités, physiothérapie progressive, excentrique, mise en charge plus tard. Donc, ouais. Ouais, PRP, il faut s'attendre à une réhabilitation quand même. Ben, c'est comme si on a une plaie, on va pas jouer avec, on va attendre que ça guérisse. Ouais. Si on joue avec, on va avoir une cicatrice. Et on sait que le tissu cicatriciel, c'est le tissu le moins fort dans notre corps. Donc, ça m'arrive des fois aussi post-chirurgie de tendon d'Achille.
patient qui fait de la réhabilitation, il revient, puis il est actif, que je fasse des PRP post-chirurgie pour renforcer le tendon post-chirurgical, pour remplacer le tissu cicatriciel par du tissu collagéneux. Donc, on le voit que le tissu qui était une cicatrice va se transformer avec le PRP? Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'études dessus. Et, mais vous le voyez à l'écho? Ou à l'écho, ben, avec le suivi, on peut voir qu'il y a eu du changement, mais c'est aussi le patient qui rapporte plus de force, plus de... Ouais. OK. C'est super intéressant. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu. Ça fait plaisir. On pourra faire une prise 2 éventuellement. On a déjà un gros... On va lire plus sur les Muse Cells et sur plus que quand ça va sortir. Puis les hydrogels, on aura beaucoup plus d'études pour voir et pour pouvoir le recommander aux patients. Pour l'instant, je ne peux pas le recommander parce que il n'y a personne au Québec qui l'injecte encore. Mais vous allez pouvoir quand même le... Il y a même des patients qui m'en parlent à moi. Donc là, c'est devenu qu'il y en a quelques-uns qui m'en parlent. Et des fois, c'est drôle, on apprend des choses par nos patients. Il y a des patients qui me disent des choses et je leur dis « Attendez une seconde, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Puis là, j'ai aucune gêne de dire que quand je ne connais pas quelque chose, je ne le connais pas. Bon, on n'a pas parlé de Regenokine, ce qu'on appelle les platelet lyselets, donc tous les plaquettes qu'on réchauffe et qu'on réinjecte après parce qu'on a déjà dégranulé les plaquettes. Donc, l'effet est beaucoup plus rapide. Bon, il y a plein d'autres choses qui sont sur le marché. Mais disons que quand tu as ta routine, tu es bien, les choses fonctionnent et la littérature le back, pas besoin d'aller voir et commencer à faire 1000 différentes choses. T'as pas besoin de 1000 paires de chaussures pour courir. Tu as besoin de 2-3 bonnes paires, puis c'est bon. Puis si un jour, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, tu vas le savoir parce que tout le monde va le faire. Si ça fonctionne, surtout. Oui. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On a appris beaucoup. Il nous a vraiment partagé son expérience, mais aussi les études, donc de savoir comment ça fonctionne, pourquoi quelle thérapie, quand est le mieux. J'espère que ça vous a aidé justement si vous avez des différents problèmes musculo-squelettiques pour mieux comprendre quelle thérapie vous avez besoin, pourquoi. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a renforcé mes connaissances. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à vous abonner. Il y a beaucoup d'autres podcasts qui s'en viennent sur le sujet.